Voilà, donc un processus donc, de diffusion des sciences européennes au-delà de leur contexte d'origine et qui va profondément renouveler ou en tout cas déplacer les systèmes de connaissances dans le monde arabe. Alors aujourd'hui, on sait bien évidemment que ça n'a jamais été une diffusion passive. Les travaux en particulier des historiens indiens, je pense à Kalpraka, je pense à Kapil Raj, etc., ont montré qu'il y avait toujours eu de la part des peuples colonisés, qu'il y avait toujours eu à la fois de l'intérêt, de la résistance face à ces savoirs. On sait même que les savoirs qu'on appelle européens, en réalité, se sont inventés, en particulier dans les colonies. La botanique, soi-disant science européenne, n'aurait jamais été ce qu'elle était s'il n'y avait pas eu précisément l'apport des peuples comment dire, indigènes à ce moment-là, donc des peuples colonisés, et on peut dire la même chose pour un tas d'autres savoirs, je prends l'exemple de la botanique, parce qu'il était particulièrement travaillé, mais ça vaut pour les savoirs en sciences humaines, qui nous intéressent plus ici. Alors, toujours est-il que dans les années 1960, ce processus a été remis en cause, puisque l'indépendance politique s'est accompagnée également d'une critique contre ce que l'on peut appeler avec Spivak la violence épistémique de l'Occident. Il y a eu un appel parallèle finalement au moment où les peuples arabes se dégageaient de la tutelle politique de l'Occident, à se dégager également de la tutelle scientifique, c'est-à-dire à retrouver, alors selon les termes, à développer des sciences endogènes, à retrouver des savoirs propres, à critiquer aussi les savoirs occidentaux. Alors d'autant plus que ces savoirs, je reviendrai en partie sur cette critique, ont été vus comme en partie complices de la colonisation, puisque pour ce qui est en particulier des savoirs orientalistes, on sait qu'ils ont participé, alors selon des modalités diverses et peut-être plus complexes qu'on a dit parfois, mais en tout cas ils ont participé d'une manière ou d'une autre à la colonisation. Voilà, donc très très rapidement, on pourrait évidemment dire beaucoup plus là-dessus. Ce sont des sujets qui sont complexes, ce sont des sujets dont l'historiographie a été refaite de manière récemment, et donc notre vision a évolué aussi. Mais ce que je veux dire, donc, c'est quand je parlais de critique épistémologique, de critique contre la domination scientifique de l'Occident, je renvoyais à ça de manière très large. Vous voyez que c'est quelque chose qui est à la fois donc assez présent chez Abdelmalek, je vais y revenir, puisque sa critique dans les années 60 contre l'orientalisme, c'est une critique précisément contre ce type de domination de l'Occident, mais c'est aussi quelque chose qui forme la critique de Saïd 15 ans plus tard, dans l'orientalisme en 1978. Je vais y revenir aussi. Et donc voilà, en tout cas, la question de recherche que vous voudrez poser aujourd'hui, c'est donc de manière très générale, quel est le lien entre la circulation et la critique, et puis peut-être donc plus précisément, donc, comment se fait-il que des critiques contre l'Occident et contre la domination scientifique de l'Occident aient pu être en grande partie le fait d'intellectuels eux-mêmes occidentalisés, eux-mêmes vivant en Occident, travaillant dans ces universités et écrivant dans les langues impériales, puisque Saïd Abdelmalek, dont je vais parler aujourd'hui, Saïd écrit en anglais évidemment, Abdelmalek écrit essentiellement en français. Pas uniquement, mais il a écrit en particulier l'orientalisme anglais dont je vais parler, il écrit en français, je pense, là je ne sais pas lequel tu as. C'est la dialectique sociale. La dialectique sociale est écrite en français aussi. Voilà, alors, dans le cas du monde arabe, signalons néanmoins que ce n'est pas du tout un phénomène très récent, puisque d'une certaine manière, occidentalisation et critique de l'Occident sont allées de pair presque depuis le début, presque depuis ce qu'on appelle la rencontre moderne. Jamel El-Din al-Afrani, Mohamed Abdou et Renan ont voyagé en Occident, et une grande partie de ce qu'on appelle le revivalisme musulman est écrit depuis Paris, depuis Londres, depuis les pérégrinations en Europe et autres d'ailleurs des deux hommes. Et on sait aussi que l'idée de revitaliser l'islam est allée de pair avec l'idée d'utiliser les ressources critiques et les ressources scientifiques de l'Occident, mais on pourrait dire la même chose également de penseurs conservateurs. Je pense même à quelqu'un comme Saïd Qutb, qui a décrit, évidemment, cette figure de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam politique, qui est vu comme l'un des ancêtres ou l'un des piliers théoriques de ce qu'on appelle l'islamisme, qui a dit comment est-ce que... Alors c'est quelqu'un qui au départ est plutôt libéral, qui est plutôt moderne, qui a une carrière il travaille au ministère de l'Éducation en Égypte, et puis il décrit, je crois que c'est dans Mohamed Moutalek qui décrit comment est-ce qu'il fait ce voyage aux États-Unis. Il est envoyé par le gouvernement égyptien aux États-Unis, et c'est le fait d'arriver en Occident, le fait d'aller aux États-Unis qui va le radicaliser, même dans un sens musulman conservateur. Et c'est à partir de là que cette personne qui était plutôt dans des savoirs et dans une activité politique, on va dire moderne, avec des guillemets pour aller très très vite, prend au contraire une optique critique, une
anti-occidentale. Voilà, donc en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que même chez des penseurs conservateurs, on a finalement un lien entre occidentalisation et critique de l'Occident, hein, et même, on pourrait dire, chez quelqu'un on a, à travers un certain nombre de thèmes dont on travaille, que ce soit la justice sociale, l'État-nation, la communauté politique, etc., des référents qui, derrière, l'appellent à retrouver une forme de... derrière l'appel, en tout cas, à revenir à une sorte d'islamité, qui sont en réalité très modernes et très occidentaux. Voilà, ce que je veux dire par là, hein, et je vais terminer cette introduction un peu longue, c'est qu'objet de la critique, l'Occident structure néanmoins les ressources et les modalités de la critique, en particulier pour un certain nombre de penseurs arabes sur lesquels je vais m'arrêter aujourd'hui. Hein. Il impose des références, il impose des questions, il impose des concepts, il impose des institutions, il impose des lieux aussi, hein, c'est là où je crois que la question de la circulation peut être posée. Et c'est pourquoi donc travailler sur la circulation des intellectuels et des textes critiques entre le monde arabe et l'Occident leur permet de mieux appréhender cette liaison, hein, donc liaison entre l'occidentalisation et la critique de l'Occident, voire même entre l'installation en Occident et la critique de l'Occident. Hein. Bon, c'est une liaison qui est un peu contre-intuitive. Hein. Pourquoi est-ce qu'on est en Occident mais on critique l'Occident? C'est une liaison qui a souvent été signalée, hein, puisqu'on sait finalement, je crois que c'est une surprise pour personne de s'apercevoir qu'un certain nombre de critiques de l'Occident sont très occidentalisées. Mais c'est en même temps une liaison, je trouve, qui a été mal étudiée comme telle, ou en tout cas peu étudiée comme telle. Et c'est un peu ce que je voudrais faire aujourd'hui. Peut-être pour le dire autrement, vous connaissez peut-être cette formule qui est citée par Benedict Anderson au début de Emerging Communities, qui est l'exil et la pépinière du nationalisme, hein, formule de Lord Axon. L'exil n'est pas seulement la pépinière du nationalisme, hein, c'est aussi la pépinière de la critique, de la réinvention des communautés, de la réinvention des philosophies, des religions, etc. Hein. Ce que Olivier Roy a appelé le laboratoire de l'immigration, je crois, effectivement, quelque chose avec effectivement une entrée assez riche pour comprendre comment est-ce que la relocation en Occident, l'occidentalisation, la migration, l'exil amène à des critiques. Voilà, et donc je voudrais essayer de travailler cette liaison et de voir ce qu'on peut en dire un peu sociologiquement, hein, à travers donc les critiques et les transferts intellectuels d'Abdel Malek et de Saïd, que je vais un peu comparer. Hein. Je dirais quelques mots d'autres personnes, mais c'est un peu sur eux que je vais essayer d'organiser cette intervention. Et bon, et tout de suite ajouter donc proposer en tout cas des hypothèses de travail plus spécifiques. Je vais en proposer 3 en fait en réalité, qui vont être un peu les 3 parties de mon intervention. La première hypothèse, hein, c'est que la question du déplacement doit être prise au sérieux. Être déplacé physiquement, pour ainsi dire, hein, c'est-à-dire migrer, hein, ou être en situation d'exil, amène à déplacer les cadres du pensable. Être dans une situation de déplacé, pour le dire autrement, amène à voir ce que d'autres qui sont mieux installés ne peuvent pas voir. Le décalage à une société d'émigration, hein, décalage par rapport à sa société d'origine, produit un angle de vision et donc un angle d'analyse nouveau. Quand on est out of place, pour reprendre le titre de la biographie des mémoires de Saïd, et bien précisément parce qu'on n'a pas de place précise, parce qu'on n'a pas de place qui va de soi, et bien on peut voir ce que d'autres qui sont mieux installés ne voient plus. Et donc je crois qu'il faut effectivement donner un sens fort à l'idée que le déplacement et la circulation produisent une forme d'acuité critique. Encore faut-il cependant voir comment est-ce qu'on peut faire marcher ensemble ces idées. Voilà, parce qu'en réalité, donc, et ça va être ma deuxième hypothèse, c'est plus compliqué statistiquement. Hein. On sait que la plupart des exilés ou des immigrés sont en réalité plutôt conservateurs, hein, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je reviendrai. C'est-à-dire que la migration et l'exil ne produit pas nécessairement en réalité de la critique. En réalité, statistiquement, c'est plutôt le contraire. Et donc, je crois qu'il faut aussi prendre d'autres déterminations, qui sont là des déterminations plus sociologiques, qui nous sont peut-être plus familières, en tout cas à certains d'entre nous, hein, et en particulier voir les trajectoires personnelles et les champs académiques. Je vais revenir là-dessus, mais et Abdelmalek et Saïd n'ont pas produit leur œuvre dans une sorte d'éther social, ils étaient profondément ancrés dans des champs de connaissances. Champs français, champs américains, à des moments où ces champs d'ailleurs changé. Et c'est ça, je crois, qu'il faut regarder, de même qu'il faut regarder la temporalité de leur carrière, leur discipline d'inscription, tout ça, puisqu'en réalité, ça forme et ça informe profondément la modalité de la critique. Donc je pense que ce point de vue-là, peut-être pour le dire plus facilement, il faut neutraliser partiellement la variable culturelle. Hein.
Saïd, on dit tout le temps, par exemple, c'est un intellectuel arabe, c'est un intellectuel palestinien, évidemment, c'est très vrai. C'est aussi un intellectuel profondément américain, dont la carrière s'est déroulée à Columbia, profondément new-yorkais. Si vous voulez, il faut regarder ce que ça veut dire. Voilà, et puis peut-être troisième hypothèse. Moi, je vais revenir sur ces hypothèses après, évidemment, en présentant un peu plus dans le détail le matériau, mais bon, je crois que ces deux intellectuels ont aussi utilisé des ressources politiques et intellectuelles transnationales. Alors, j'avais mis ce mot de transnational dans le titre de mon intervention, mais je n'y viens que ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Je le fais parce qu'en réalité, bon, c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler dans le livre là, qui va sortir donc bientôt, et que c'est une manière pour moi de tester un peu ces hypothèses et de mettre les preuves de la discussion. Peut-être pour le dire donc, autrement, les champs nationaux, qu'ils soient français pour Abdelmalek, américains pour Saïd, ne sont pas clos. Et Saïd et Abdelmalek d'eux-mêmes sont engagés dans les trajectoires globales. Ils ont circulé beaucoup, pas seulement entre l'Égypte et la France, la Palestine et les États-Unis, mais dans un espace beaucoup plus large. Et tout cela les a mis donc en interaction avec des déterminations transnationales qui sont diverses. Alors je laisse peut-être un peu dans le flou pour le moment l'idée de ce qu'on peut entendre par transnational, mais j'en donne juste une petite idée. Je crois que si vous voulez, on peut rendre compte en particulier de quelque chose dont je parlerai, qui est en gros la confidentialité d'Abdelmalek par rapport au succès de Saïd par l'idée transnationale. Bon, peut-être pour le dire autrement, Edward Saïd, c'est cet intellectuel hyper connu, qui est sorti de ce numéro de Libération qui arrive aujourd'hui. Hier, je ne sais pas si vous avez vu 4 pages sur Edward Saïd. Bon, qui alors montre qu'à part en France, en gros, il est connu à peu près partout, il est traduit dans plus de 30 langues, ça je l'ai connu aussi. En gros, bon, Saïd a fait une œuvre qui est connue. Abdelmalek, c'est une réception beaucoup plus confidentielle. C'est sûrement une étape de la pensée importante, mais Abdelmalek est peu connu. Moi, je crois que ça, on peut rendre compte de cette capacité différente par le fait, si vous voulez, que Saïd, c'est quelqu'un qui a su construire une trajectoire transnationale avec succès, et qu'Abdelmalek, il a raté, il a échoué en cela. Mais je crois qu'on peut essayer de comprendre précisément pourquoi est-ce qu'il y a succès d'un côté et échec de l'autre. C'est évidemment pas des capacités personnelles ou un succès qui tiendrait à des qualités individuelles. C'est au contraire quelque chose, à mon sens, qui s'ancre dans un espace transnational qui est plus robuste et plus constitué à un moment, et donc en gros dans les années 1980 aux États-Unis, qui l'est dans les années 60 en France. Donc je reviendrai sur cette idée. Voilà, je termine mon introduction donc, en disant que je voudrais simplement proposer ici une hypothèse qui est à la fois simple et puis qui me semble assez heuristique, que les circulations sont évidemment toujours déterminées par des positions différentielles, par des capitaux, et des capacités qui sont eux-mêmes différents. Et je vous propose de revenir peut-être et dans le détail de l'exposé en conclusion sur ce que ça implique pour maintenant m'intéresser plus au détail empirique de ce que je voudrais vous dire. Alors, première partie donc, sur le déplacement et la critique, mettre Abdelmalek et Saïd en perspective et puis essayer de comprendre effectivement comment le déplacement produit une forme de critique, comment est-ce qu'en étant déplacé physiquement, on déplace évidemment le pensée. Voilà. Alors, l'idée de comparer Abdelmalek et Saïd vient de la possibilité de la similarité formelle de leur critique. Bon, je peux redire si vous voulez quelques mots très rapides sur Saïd, dont le texte L'Orientalisme, publié en 1978, forme donc l'une des grandes critiques contre l'Occident. Alors, Saïd l'a dit, l'orientalisme, c'est, je le cite, un style de pensée fondé sur la distinction ontologique et scientifique entre l'Orient et le plus souvent l'Occident. Donc, en gros, est orientaliste tout discours qui prend pour objet les sociétés et les cultures orientales, mais dont la vision est structurée par une différence irréductible, ontologique, dit Saïd, entre l'Orient et l'Occident. Alors, ça va permettre à Saïd, dans ce livre, de parler à la fois de Flaubert et de Nerval, donc les écrivains, de parler de scientifiques, de Goldziher, de Renan, de Massignon, de parler également de politique, puisqu'il parle à la fois de politiciens anglais tels Cromer, tels Balfour, ou américains contemporains, Kissinger, etc., avec donc l'idée que tous auraient produit une différence essentielle et fondamentale entre l'Occident et l'Orient. Donc Saïd le dit, l'orientalisme, ça n'est pas neutre. Il construit une différence qui est en plus axiologique entre l'Orient et l'Occident. Donc là, j'essaie de caractériser très rapidement cette critique de Saïd. Une différence qui est toujours à la faveur de l'Occident, puisque à travers l'orientalisme se crée donc l'idée qu'on aurait d'un côté un Occident rationnel,
moderne, démocratique, et puis de l'autre côté un Orient qui serait rationnel, arriéré, despotique, etc. Donc pour Saïd, si vous voulez, représenter, c'est toujours dominer, représenter, c'est en réalité créer la différence, et en créant la différence, c'est dominer l'objet de la représentation. Les textes construisent la différence entre Orient et l'Occident. Saïd dit très très précisément, ils ne font pas partie simplement de la domination coloniale, ils sont une forme de domination. Saïd fait en particulier pour ça appel au texte de Michel Foucault. Dès l'introduction à l'orientalisme, il réfère à Foucault et en particulier à cette liaison entre savoir et pouvoir. Donc le savoir et le pouvoir, le texte est un lieu de pouvoir tant tel. Il est un lieu de pouvoir, il est un lieu même par excellence de la domination. Alors je reviendrai plus tard sur ce que cette critique, à mon sens, doit au fait que Saïd est un spécialiste de littérature. Mais donc il doit être analysé comme un lieu de pouvoir et de domination. Bon, on a un exemple qui est assez emblématique de ça, c'est l'analyse que que Saïd fait de Flaubert et de sa rencontre avec une courtisane, c'est-à-dire une prostituée turque ottomane, Küçükhanem. Donc Flaubert raconte comment est-ce qu'il passe une nuit en fait avec Küçükhanem, et Saïd analyse ce passage comme contribuant donc profondément à construire un topos orientaliste classique, c'est-à-dire en gros la sensualité orientale. Mais il va au-delà de là, puisqu'il remarque que dans cette rencontre, Küçükhanem ne parle jamais. C'est-à-dire que c'est toujours un homme blanc, occidental, colon, si l'on veut, à sa manière, en tout cas qui vient d'une société coloniale, qui va parler et qui va effacer systématiquement l'individualité d'une femme musulmane, qui est par ailleurs donc, possédée physiquement par un homme européen, et essaye de conclure. Donc ces faits historiques de domination permettent à Flaubert non seulement de posséder physiquement Küçükhanem, mais de parler pour elle, de dire en quoi elle est typiquement orientale. Il essaie de conclure un peu plus loin. Ma thèse est que la situation de force entre Flaubert et Küçükhanem n'est pas un exemple isolé. Elle peut très bien servir de prototype au rapport de force entre l'Orient et l'Occident et au discours sur l'Orient que celui-ci a permis. Voilà, donc par là, et je termine par cette caractérisation rapide de la thèse critique de Saïd. En tout cas, par là, Saïd invite à déconstruire et à critiquer systématiquement les écrits des Occidentaux sur le monde arabe, donc à déconstruire ce discours occidental, et d'inviter aussi les Orientaux à inventer une nouvelle manière, en tout cas une façon différente de parler des mondes non occidentaux. Je termine en le citant, la tâche la plus importante, dit Saïd, serait de se demander comment on peut étudier autrement d'autres cultures et d'autres populations, dans une perspective qui soit libératrice, ni répressive, ni manipulatrice. Voilà, alors ce livre donc, aura une influence globale, il va être traduit en plus de 30 langues. J'ai un peu perdu le compte aujourd'hui, j'en suis désolé, mais c'est plus de 30, ça j'en suis absolument sûr. Et puis, je reviendrai sur cette question, elle va être fondateur pour des courants entiers des humanités, les area studies, les post-colonial studies, les gender studies, etc. Ça va essaimer après, non seulement dans l'université américaine, puis dans l'université anglo-saxonne, mais grâce à la force de frappe de la langue anglaise dans le monde entier. Alors, ce livre, hyper connu aujourd'hui, qui est une sorte de bible des humanités, des humanités critiques, eh bien, a un prédécesseur qui est un peu moins connu, mais que Saïd mentionne à plusieurs reprises, qui est donc Anouar Abdelmalek, et c'est un texte écrit en 1963, qui s'appelle L'orientalisme en crise, publié dans une revue de l'UNESCO qui est Diogène. Voilà. On parle plus rapidement, puisqu'en réalité, une partie de la critique de Saïd est déjà présente chez Abdelmalek, mais ce que l'on peut dire de ce petit texte, puisque c'est un article, un petit texte par rapport au format plus long de Saïd. Alors, ce texte est plus orienté sur l'orientalisme scientifique, c'est-à-dire donc les sciences humaines, on pourrait dire avec un peu d'anachronisme sur le monde arabe, et les sciences humaines que les Occidentaux ont développées sur le monde arabe, avec une thèse qui est quand même très similaire à celle de Saïd, qui est en gros, les discours scientifiques des Occidentaux ont été un pilier de leur colonisation. Alors non seulement parce que les Occidentaux ont piqué des textes et des manuscrits arabes, quelque chose sur lequel Abdelmalek s'arrête beaucoup plus que Saïd, également parce qu'ils ont produit une vision du monde arabe, un monde arabe centré sur le passé. On étudie essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, le passé du monde arabe, et les textes du monde arabe, donc c'est une approche textuelle, ce qui, dit assez justement Abdelmalek, a été une manière de réduire le monde arabe à une tradition ancienne et figée, ce monde arabe qui était glorieux dans ces périodes d'or, et qui aujourd'hui évidemment en décadence, qui n'a plus de politique, qui est figé. Alors évidemment il est figé parce qu'on ne le voit pas, et je reviendrai là-dessus. En réalité,
l'actualité politique du monde arabe. En tout cas, Abdelmalek dit, tout comme Saïd, hein, connaître c'est une manière de contrôler, et c'est une manière d'asservir. Et de ce point de vue-là, on est en 1963, évidemment, le texte est publié un an après l'indépendance de l'Algérie. De ce point de vue-là, donc Abdelmalek peut diagnostiquer la crise de l'orientalisme, qui a donné son nom à son article, et avec la fin de la colonisation, appeler à la reprise de parole des intellectuels arabes sur leur propre culture. Il va dire donc en gros que ceux qui étaient les objets d'un savoir deviennent aujourd'hui des sujets actifs, et que cela donc va amener à construire un savoir complètement nouveau. Voilà, donc de critique, vous le voyez, pour la question du procès-séminaire aujourd'hui, la question est donc de se demander si on peut rendre de ces critiques, si on peut rendre compte de ces critiques, voire de leur similarité ou de leur dissimilarité, à la faveur des circulations de leurs auteurs entre les mondes arabes et occidentaux. Donc une hypothèse qui me paraît assez fondée, bien qu'elle doive être nuancée, comme je l'ai dit, puisqu'on a des deux côtés des auteurs qui sont trouvés dans une position relativement décalée, en France et aux États-Unis, c'est-à-dire des auteurs qui ont écrit leurs critiques au sein même des lieux en tout cas dans des lieux centraux de l'impérialisme occidental. Alors Abdelmalek, on l'a dit, qui écrit son article un an après la guerre d'Algérie, c'est-à-dire qu'il a vécu une partie de la guerre d'Algérie et de la décolonisation depuis Paris, est membre du Parti communiste. Je vais donner après d'autres éléments biographiques. Il a été proche du nationalisme arabe, alors avec des modalités complexes, on va le redire. Bon, il est sociologue, politologue, spécialiste de l'Égypte en particulier. Il publie donc un grand texte qui est Égypte, société militaire, qui est aujourd'hui, je crois, toujours un texte extrêmement intéressant pour relire ou pour comprendre l'actualité malheureusement de l'Égypte. Voilà, et donc qui est depuis Paris en permanence confronté au regard occidental sur le monde arabe, un regard qu'il va déconstruire. Et puis en plus, il se trouve face à une structure scientifique orientaliste qui existe toujours. Je reviendrai sur cette question, mais en gros, quand Anouar Abdelmalek parle de l'orientalisme classique, il ne parle pas d'un discours éthéré, il parle de gens qu'il connaît au quotidien, et il parle de structures de savoir qui existent en particulier à Sorbonne. J'en redirai un mot après, et dans lesquels, en tout cas, c'est aussi quelque chose qui me paraît fondamental, les intellectuels arabes sont minoritaires, pour ne pas dire à peine existants. Voilà, je reviens sur cette question après. Alors, idem pour Saïd, Saïd est palestinien, au cœur du pays, qui progressivement, dans les États-Unis, qui va concentrer, selon la formule d'Anouar Abdel-Sadat, je crois quasiment 99% des cartes pour la résolution du conflit israélo-palestinien. Mais en même temps, sa politique pro-palestinienne est évidemment extrêmement minoritaire dans ce pays, tout le monde le sait, donc, qui est dont les alliances internationales sont pro-israéliennes. Saïd, donc, qui est longtemps isolé au point de devenir, au point d'avoir une carrière assez orthodoxe. Il se décrit lui-même sur le point was almost becoming an entirely white person, donc presque sur le point de devenir blanc occidentalisé, ça dépend comment le traduire. Il dit de manière assez intéressante qu'il était pris pour un juif levantin au début de sa carrière. On ne le situait pas très bien, alors, donc, il a un nom en plus un peu bizarre, il s'appelle Edouard, donc on n'arrive pas à le situer lui-même pendant très longtemps, ne lève pas d'ambiguïté, ses racines palestiniennes sont mises complètement de côté. Il est d'ailleurs pendant longtemps spécialiste de littérature classique, avant la fin des années 60, voire les années 70. Il ne parle pas du tout du monde arabe, Saïd. Il fait une thèse sur Conrad. Alors, on pourrait dire que Conrad c'est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui est aussi entre plusieurs langues, qui est aussi en exil, etc. Mais ça reste un auteur très, très orthodoxe. Et bon, c'est 1967 qu'il le dit, qui va faire que ça va changer. Là, je cite Saïd, je n'étais plus la même personne après 1967. Le choc de la guerre m'avait ramené là où tout avait commencé. Donc, il va à la fois adhérer au Conseil national palestinien, il va aller à Beyrouth retravailler son arabe, il va écrire dans le New York Times pour la Palestine, etc., etc. Et puis, surtout dans les années 1970, cet engagement va s'approfondir et surtout va, mais vous le voyez, 15 ans après, amener à la rédaction de Orientalism, qui d'une certaine manière condense cette posture critique. Voilà, donc on a, si vous voulez, une situation un peu objective, que l'on peut décrire comme ça, qui tient à la position de ces intellectuels donc, décalés en Occident et qui deviennent d'une certaine manière les porte-paroles de leur monde d'origine, mais on va voir comment est-ce qu'ils le deviennent.
Une situation donc objective, hein, j'ai envie de dire, ça tient aux structures sociales, aux structures académiques, ça tient à la structure de l'offre politique dans chacune des sociétés, mais dans les deux cas en même temps qui va faire que ce déplacement amène ces intellectuels à travailler sur eux-mêmes, hein, voire sur leurs contradictions propres, voire sur l'être double, l'être social double qui les forme, hein, puisque ce sont des intellectuels qui sont occidentalisés depuis longtemps. Hein. Ashish Nandy, intellectuel indien, évidemment anglicisé, a parlé de l'ennemi intime, donc de cet Occident qui est intimement présent dès les plus jeunes années dans la trajectoire, dans la position sociale de ces intellectuels, puisque, alors par exemple, pour commencer par lui, Abdelmalek, né en 1924, chrétien, a été élevé chez les jésuites à Alexandrie, donc il est francophone. Il est un peu produit, on pourrait dire, de ce déversement de l'Occident de ses frontières, hein, et en particulier du fait que encore une fois, les savoirs, les institutions de savoir et les langues impériales eh bien, ont été extrêmement importantes dans un pays comme l'Égypte. Hein. Il fera ensuite des études de philosophie au Caire, puis terminera, alors, après des péripéties que je vais rappeler, sa thèse à Paris, avant de rentrer au CNRS. Quant à Saïd, donc né en 1935 à Jérusalem, il est citoyen britannique au départ, hein, il s'appelle Édouard parce que sa mère était une groupie du roi Édouard VII à l'époque, donc du roi du souverain britannique. Il est également américain par son père. C'est une famille chrétienne ici aussi, hein, et il sera élevé ensuite au Victoria College au Caire, en anglais et en français bien plus qu'en arabe. Il fera des études secondaires aux États-Unis où son père l'envoie parce qu'il est insupportable, je crois, quand il est au collège, hein, quand il est au lycée. Il est victime des brimades surveillants que tout le monde connaîtra après, qui s'appelle Omar Sharif. Et donc, comme le petit Edward ne marche pas très bien, son papa l'envoie faire des études aux États-Unis. Là, par contre, il va bien marcher, il va faire une thèse brillante à Harvard. Et donc, voilà, il rejoint le centre, à cette époque-là, du centre américain. Donc on a une position double, puisque ce sont des intellectuels qui sont occidentalisés dès leur pays d'origine et qui vont incarner ensuite les mondes non occidentaux en Occident, qui fait une position complexe. Hein. Complexe puisqu'à la fois elle leur donne des ressources intellectuelles et politiques, hein, des ressources que l'on peut dire transnationales. Hein. On pourrait employer, je pense, l'idée de capitaux internationaux qui est travaillée par Catherine Wagner, des langues, des savoirs, une proximité épistémologique avec les savoirs de l'Occident, la capacité à écrire en français pour Abdelmalek, en anglais pour Saïd. Donc toutes ces ressources également qui sont des ressources institutionnelles du centre. J'y reviendrai en particulier la capacité ou la possibilité de s'appuyer sur une position CNRS pour Abdelmalek et sur Columbia pour Saïd. Mais en même temps que ça leur donne des ressources, c'est une position de décalage permanent, hein, ni d'ici ni d'ailleurs, privée de lieu, on pourrait dire, dans un entre-deux perpétuel. Une position que l'on peut rapprocher des intellectuels juifs européens. Hein, Adorno, Hannah Arendt, on parlait d'acosmie, d'être privé du monde. Et là, si je reviens, c'est ce qu'il y a effectivement sur Saïd, j'ai envie de dire presque tout le temps. Hein. Donc ce texte de Libération qui vient de sortir aujourd'hui, hein, voilà comment est présenté Saïd. Hein. L'exil était sa condition. Dans son œuvre, il a développé l'idée de la non-appartenance, à la manière d'Adorno, analyse Sonia Daniel Herzbrun. On a donc cette idée de la net exorant of place, hein, c'est comme ça que Saïd a appelé ses mémoires. Voilà, donc je crois qu'on peut rapprocher d'autres exils. Hein. Ça marche très très bien avec les intellectuels juifs européens qui sont partis dans les années 30, hein, et c'est pas un hasard si Saïd a d'ailleurs ses derniers textes portent sur Adorno et sur d'autres. Hein. Et là, on sait souvent, l'exil est souvent au principe d'une position décalée, mais qui peut être convertie en principe de vision scientifique nouvelle. Bon, Marc Joly l'a montré d'une certaine manière sur Elias. Hein. Comment est-ce qu'Elias, Norbert Elias, en dehors, privé des réseaux d'interdépendance de sa carrière originelle, va d'une certaine manière pouvoir d'autant mieux objectiver cette idée de réseau d'interdépendance que dans son exil donc anglais, il pourra mettre à distance les réseaux desquels il est d'une certaine manière exclu. Laurent Jean-Pierre a pu le montrer sur Lévi-Strauss, comment est-ce que Lévi-Strauss se retrouve dans une position de médiateur aux États-Unis et comment est-ce qu'il va travailler cette même position de médiation, se retrouve dans des sociétés amérindiennes qu'il étudie, etc. Donc encore une fois, on l'a montré aussi, Renzo Traverso l'a montré avec Krakauer, intellectuel nomade, mais qui va faire du nomadisme aussi la marque de
fabrique de sa pensée en travaillant sur différents sujets. Hein. Voilà, donc, plus généralement, on peut dire que les positions décalées sont le principe de prise de position novatrice, hein, voire révolutionnaire. Aujourd'hui, elle a montré comment est-ce que le flottement de Flaubert pouvait être précisément le principe d'une nouvelle prise de position. Elias a fait aussi de cette idée le principe d'une relecture de Mozart, hein, Mozart comme génie d'un décalé, etc. Donc voilà, je crois que si vous voulez qu'on a un premier angle d'analyse qui est holistiquement très fort, hein, le décalage, le déplacement sont évidemment à l'origine d'une pensée, d'une acuité critique. Et c'est parce qu'ils sont en circulation, parce qu'ils sont toujours déplacés, que ces intellectuels, comme Abdel Malek ou comme Saïd, peuvent déplacer, donc encore une fois, les cadres du pensable et de l'orthodoxie. Voilà, sauf que, évidemment, ça c'est en partie insuffisant. En tout cas, il faut aller plus loin. Alors, je vois encore une fois que c'est à la fois une belle idée et puis c'est une idée qui marche, mais c'est une idée qui ne marche que si elle est complétée par deux déterminations. Et tout aussi importantes, donc, sont, et ça sera mon deuxième point, les déterminations sociales. Et le jeu des positions asymétriques, hein, entre la société d'installation et la société de départ. Hein. Bon, alors peut-être pour introduire cette idée, on a un contre-argument statistique évident à l'idée que le déplacement produit la critique, et qu'encore une fois, que la plupart des exilés et des migrants, des immigrants au sens large, sont plutôt conservateurs, hein, entre guillemets. L'exil peut amener au contraire à priver des réseaux politiques originels. Hein. Bon, quelqu'un comme Lévi-Strauss et Elias, dont on parlait tout à l'heure, qui sont plutôt des gens proches de la gauche au départ, deviennent complètement apolitiques une fois immigrés, hein, précisément parce qu'ils sont privés des réseaux politiques de leur jeunesse. Bon, l'immigration peut priver des réseaux, elle peut inciter à faire profil bas, etc., etc. Donc si des intellectuels en circulation, tels Abdel Malek et Saïd, peuvent endosser une position critique, c'est qu'il y a autre chose qui joue. Je crois en particulier, c'est quelque chose qui tient en position occupée dans les espaces académiques. Et dans les dynamiques de recomposition de ces espaces, hein, c'est le premier point, et puis j'aurai donc un point suivant sur les ressources transnationales. Alors sur ce premier point, en gros, on construit, si vous voulez, une position critique en pouvant s'adosser à des ressources qui sont des ressources des champs académiques, qui sont les champs des sociétés d'accueil, hein, donc le champ français pour Abdel Malek, le champ américain pour Saïd. Hein. C'est bien parce que Abdel Malek était aussi un intellectuel parisien, et parce que Saïd est un intellectuel new-yorkais ou américain, on peut comprendre leur critique. Et je crois d'ailleurs, donc, ce serait une question secondaire, si vous voulez, qu'on peut aussi comprendre pourquoi ces critiques, elles auront des circulations, des destins tout à fait différents. Alors, Abdel Malek donc, est un sociologue ou un politologue qui s'intéresse aux textes orientalistes, hein, mais qui n'est, si vous voulez, qui va se trouver dans un champ français, dans des champs de savoir français, qui à l'époque sont encore des champs où l'orientalisme existe comme discipline, mais va se transformer. Alors, quand il arrive à Paris, hein, à la fin des années 1950, Abdel Malek donc, se trouve face à une tradition ancienne, hein, qui est institutionnellement établie, qui est donc l'orientalisme, hein, qui existe à la Sorbonne, qui existe à travers ce qui s'appelle l'Institut d'études islamiques, hein, qui est une institution vieille et profondément dominante, puisque l'orientalisme français est l'un des orientalismes les plus reconnus au niveau européen. On a des noms comme Charles Pellat, Robert Bragevic, Régis Blacher, Cloquin, Henri Laoust, hein, donc ces professeurs de civilisation islamique, qui si vous voulez, donc, font exister une discipline toujours à ce moment-là. Alors, on n'a aucun arabe, en tout cas dans une position dominante à ce moment-là, alors même que les intellectuels arabes sont présents en France depuis les lendemains de la campagne napoléonienne en 1798. Bon, ça, c'est très bien montré par Ayaan Coller. Hein. Au début, on a d'ailleurs des relations intellectuelles entre intellectuels français et arabes qui commencent très vite, donc dès le début du XIXe siècle, qui sont égalitaires, jusqu'à la coupure des années 1840, qui fait qu'après 1840, en gros, et jusqu'aux décolonisations, on n'a qu'un intellectuel arabe qui occupe une position de pouvoir sur une discipline qui est l'orientalisme français, et qui est pourtant une discipline extrêmement reconnue. Donc, cette espèce de paradoxe, les institutions parisiennes sont pleines d'intellectuels arabes, mais aucun des intellectuels arabes ne produit de la connaissance sur le monde arabe, hormis dans des positions dominées. Donc, en général, ce sont des répétiteurs de langue, etc. Donc, des gens à qui on demande leur expérience linguistique.
mais qui produisent, qu'on laisse peu produire, ou pas produire grand-chose. Voilà, donc un orientalisme de la tradition, un orientalisme classique, mais un orientalisme qui, à ce moment-là, va évoluer. Et donc cet orientalisme, si vous voulez, qu'Abdel-Malek critique, quand Abdel-Malek écrit l'orientalisme en crise, donc il vise très très clairement un certain nombre de gens qu'il connaît à la Sorbonne, mais un orientalisme donc, qui va aussi évoluer et qui commence à évoluer paradoxalement un peu avant la critique d'Abdel-Malek, et ce qui fait que d'une certaine manière, la critique d'Abdel-Malek va se trouver décalée par rapport à ce qui va être les évolutions du champ des études arabes en France. Alors, comment est-ce que évolue ce champ? Eh bien, les orientalistes eux-mêmes, aussi focalisés soient-ils sur la tradition, sur le passé du monde arabe, sur les études textuelles, ont perçu les décolonisations. Et donc ont cherché à faire évoluer leur discipline. Ils font le constat dès les années 50 que l'orientalisme de la tradition est de plus en plus en décalage par rapport au monde arabe. Et donc une double réponse. La première réponse serait de favoriser l'entrée des étudiants arabes dans les structures de l'orientalisme pour arriver à terme à ce qu'on ait des intellectuels arabes qui puissent prendre la parole depuis les institutions parisiennes, au même titre que leurs collègues français. Alors, un certain nombre de noms que l'on connaît aujourd'hui, Harkoun, Talbi, Belcher, etc., sont tous rentrés, si vous voulez, dans le milieu orientaliste en étant les élèves de la dernière génération des orientalistes classiques. Et ce sont des gens qui ont été, j'ai envie de dire, presque cooptés. On les a fait, alors ils sont venus, mais on les a fait travailler, et on a une mobilisation du milieu orientaliste pour faire que, effectivement, des intellectuels arabes puissent prendre la parole depuis Paris sur leur civilisation, sur leur culture d'origine. Donc, premier angle de changement, donc intégrer les étudiants et les intellectuels arabes dans les structures orientalistes. Mais deuxième angle, c'est de favoriser une réponse purement scientifique au défi de décolonisation, c'est-à-dire en gros en refusant de politisation des enjeux. En gros, la critique politique s'arrête au moment où on prend la plume. En tout cas, c'est de cette manière que le milieu orientaliste cherche, si vous voulez, à répondre au défi des décolonisations. Donc, j'en reviendrai là-dessus, mais c'est qu'on ne politise pas les enjeux de savoir. Alors, à cela va se greffer très rapidement un conflit de génération scientifique, puisque assez rapidement, eh bien, ces orientalistes, ces nouveaux étudiants arabes et français que les orientalistes font entrer dans la structure universitaire, eh bien, vont se retourner contre leur maître. Ils vont détrôner leur maître. Alors, ça peut être des étudiants arabes. Je parlais d'Harkoun, je parlais de Talbi, je parlais de Belcher, mais une fois nommés maître de conférence ou bien professeur, eh bien, ils vont s'empresser à dire tout le mal qu'ils pensent des écrits de leur maître. Mais ça va être aussi le cas d'un certain nombre de jeunes intellectuels français. Bon, des noms, si on regarde les études arabes, Michael, Daniel Reg, etc., sont aussi des gens qui ont été des élèves des orientalistes et qui après commencent à dire ça suffit d'étudier le monde arabe, comme si, en gros, toute l'histoire s'était arrêtée au XVIIe siècle. Voilà, donc l'orientalisme classique se trouve déconstruit de l'intérieur, à la faveur d'un changement de génération, qui est aussi un changement de paradigme. Donc là, on retrouve une idée qui marche assez bien, et puis en gros, le changement de génération est un changement de paradigme, un changement d'outil théorique. Un certain nombre de textes de la sociologie, de la linguistique structurale, de l'anthropologie, etc., vont être mobilisés pour faire sens de ce qui ne faisait pas sens auparavant et pour transformer profondément le discours sur le monde arabe. Voilà, on note par ailleurs que cette transformation de la discipline orientaliste, qui est aussi une transformation générationnelle, s'accompagne d'une transformation institutionnelle. L'orientalisme comme ensemble de sociétés scientifiques cesse d'exister à ce moment-là. Il n'y a plus de congrès orientaliste, si vous voulez. Et puis la réforme Faure, après 1968, eh bien, va entériner la fin des structures orientalistes classiques. Le centre d'études islamiques de la Sorbonne éclate, et puis il est multiplié donc, à Paris 3, Paris 4, à Paris 8, on va avoir plusieurs centres qui vont se créer. Et à chaque fois, ça va permettre une évolution profonde du discours sur le monde arabe. Alors d'autant plus qu'au même moment, vous avez une deuxième évolution, et je vais aller vite là-dessus, je vais essayer d'aller vite en tout cas, institutionnelle, qui fait que vous allez avoir des discours qui vont se structurer en dehors de l'ancien orientalisme. Donc autant cet orientalisme classique, il avait été recomposé de l'intérieur, autant vous avez donc des transformations scientifiques en dehors de l'orientalisme.
Donc en gros, après 1967, le général de Gaulle change les alliances internationales de la France, inaugure une politique arabe dans laquelle vous avez un versant scientifique que l'on souhaite être aussi rapide possible. C'est l'époque, on oublie, on met beaucoup d'argent pour étudier le monde arabe et pour construire des structures scientifiques tout court. Hein. Un certain nombre de centres CNRS qu'on a à l'étranger, bon, je pense au CEDEJ, je pense au centre Jacques Berck, etc., sont les héritiers plus ou moins directs de cette période. De même que les différentes positions qui sont créées au CNRS, dans les universités, etc. Donc on a, dans le domaine de la science politique, de l'économie, de la sociologie, de l'anthropologie, etc., un discours nouveau qui se crée, une nouvelle manière d'étudier le monde arabe. Et donc on a un double dépassement de l'orientalisme, si vous voulez, hein, de l'intérieur par un changement de paradigme qui fait évoluer les questionnements. Donc en gros, on va toujours parler du passé et des textes du monde arabe tels que le faisaient les orientalistes, on va le faire de manière complètement nouvelle. Et puis de l'extérieur, donc par la mise en place de discours qui visent à comprendre le présent politique du monde arabe, hein, le présent du monde arabe tout court, à dire qu'effectivement ce monde arabe n'est pas limité à l'époque glorieuse de Jarriz ou de je ne sais qui, mais continue à non seulement exister, mais pose des questions à travers évidemment ce que les décolonisations impliquent désormais de voir sur un monde arabe, jeune, en ébullition, et dans la politique, pose question. Voilà. Alors, dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que les intellectuels arabes sont associés à ce renouveau, et ils sont associés à ce renouveau depuis l'intérieur même des structures françaises. Hein. On a à la même époque une reprise, voire une confirmation des circulations estudiantines en particulier. Hein. Vous avez un nombre d'étudiants, alors le nombre d'étudiants maghrébins qui arrivent en France est une augmentation extrêmement importante. Hein. On a même beaucoup plus, par exemple, d'étudiants marocains qui viennent étudier à Paris qu'avant la décolonisation. Hein. On a un tassement relatif des étudiants qui viennent du Moyen-Orient, hein, en particulier parce que vous avez des universités qui sont ouvertes, qui se sont structurées dans le Moyen-Orient, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une fin de migration. Vous avez toujours des étudiants égyptiens, syriens, libanais qui viennent et qui vont venir, d'autant plus qu'il y aura ensuite un certain nombre de crises. Une crise du Liban va évidemment relancer l'immigration libanaise, etc. Donc, tout cela fait qu'on a un savoir sur le monde arabe qui va se recomposer brutalement et radicalement, si vous voulez, en France. Alors, il va se recomposer, mais il va se recomposer avec quand même l'idée, c'est qu'il n'y a pas de décolonisation scientifique, hein, au sens où il n'y a pas, si vous voulez, de politisation des enjeux de savoir, ou qu'en tout cas, les questions politiques qui sont posées doivent amener à une réponse scientifique. Hein. En gros, peut-être pour les dire autrement, les décolonisations n'impliquent pas la fin de la légitimité d'un savoir français ou occidental sur le monde arabe. Hein. Elles impliquent son renouveau, elles impliquent sa rescientification, elles impliquent l'idée de théoriser de manière plus robuste, hein, mais aucunement l'idée que le savoir des Occidentaux sur les Orientaux, pour reprendre les catégories de Saïd, serait légitime. Alors je crois, si vous voulez, que ces changements vont paradoxalement marginaliser Abdelmalek tout en lui donnant raison. Hein. C'est-à-dire qu'on a effectivement une insertion des intellectuels arabes dans les structures scientifiques françaises. On a plus globalement un appareil scientifique qui s'est développé dans le monde arabe, hein, et tout cela donne raison à Abdelmalek qui dit que les anciens objets de la connaissance orientaliste en sont devenus les sujets actifs. Mais donc, en même temps, sur le mode, vous le voyez, d'une poursuite de l'activité scientifique, hein, où ces intellectuels vont intervenir en tant que scientifiques et non en tant qu'arabes. Hein. On serait bien en mal de trouver dans leurs écrits l'idée que les intellectuels arabes qui arrivent à ce moment-là dans les structures parlent en tant qu'arabes. Hein. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas dans ce qui se passera aux États-Unis. Il y a très peu la mise en avant d'une forme de subjectivité arabe, une forme de subjectivité. Tout court, hein, il y a plutôt l'idée qu'on utilise le discours scientifique avec tout ce qui suppose précisément de mettre la subjectivité de côté, hein, comme une ressource critique. Voilà, donc l'orientalisme est restructuré, mais l'idée d'une illégitimité du regard scientifique occidental n'est pas invalidée. Hein. Et donc le champ académique français va proposer une résolution purement scientifique des problèmes soulevés au moment de la décolonisation, qui d'une certaine manière, met Abdelmalek un peu en porte-à-faux. Abdelmalek sera une partie importante du débat. Il pose une question, mais la réponse qu'il donne d'une certaine manière dans son texte n'est pas la réponse qui est choisie par, j'ai envie de dire, l'essentiel du champ, en tout cas des évolutions du champ. Alors ça, c'est une situation qui est profondément différente de celle de Saïd. J'ai quoi en gros encore un quart d'heure? D'accord. Bon, je pense que je l'ai dit. Oui, c'est parfait. Alors,
Alors, ce n'est pas la situation de Saïd. Hein. Saïd, donc professeur de littérature, alors a été titularisé à Columbia en 1977, hein, donc c'est pas du tout un hasard. Hein. On peut être d'autant plus critique qu'on a une position institutionnellement robuste. Hein, et de fait, Columbia aurait été extrêmement importante pour Saïd au moment où son bureau sera saccagé, au moment où il sera accusé d'être le suppôt des terroristes. Columbia lui apportera toujours ce soutien. Hein. Et alors, il entreprend l'orientalisme, si vous voulez, l'écriture de l'orientalisme, dans un contexte également de profond changement des humanités américaines, et en particulier des départements de littérature. Alors, lui-même est spécialisé de littérature, donc c'est important. On a plusieurs phénomènes. On a tout d'abord une crise financière de l'université classique. Hein. Dans les années 1970, on demande aux universités d'être autonomes financièrement, ce qui se passe à peu près maintenant, et ça va impliquer, pour un certain nombre de cursus classiques tels les humanités, de redéfinir leur finalité. Hein. En gros, elles sont contraintes de se réinventer parce qu'elles perdent, si vous voulez, elles perdent de l'influence par rapport à d'autres cursus qui sont économiquement plus rentables. Alors, pour cela, en particulier, elles vont tout d'abord importer un certain nombre de théories qu'on dit post-structurales. Hein. Michel Foucault, Jacques Derrida, etc., passent avant tout par les départements d'humanité. Deuxièmement, on a un mouvement politique. Hein. Les différentes critiques radicales politiques qui ont traversé la société américaine au moment de la guerre du Vietnam, en particulier, et dans la suite de la guerre du Vietnam dans l'université américaine, sont brutalement réprimées dans le champ politique et trouvent refuge sur les campus. Donc en gros, elles vont irriguer, si vous voulez, cette recomposition, elles vont accompagner, si vous voulez, cette recomposition des départements des humanités. Et puis troisième chose, on a dans ces mêmes années une volonté d'intégrer les minorités, en particulier la minorité noire américaine, aux universités. Hein. C'est un des piliers de la politique de Johnson, c'est de dire, pour lutter contre les différentes formes de ségrégation qui restent, eh bien, on va favoriser la création d'une élite noire et puis ensuite des différentes minorités en les faisant accéder à l'université. Problème, les élites noires, donc un certain nombre d'étudiants noirs, arrivent à l'université qui est censée favoriser leur intégration. Ils découvrent quoi? Ils découvrent une université qui est extrêmement majoritairement blanche et masculine. Et, je pourrais dire aussi, hétérosexuelle, hein, ça sera donc un autre forme de critique. Et donc, en gros, l'insertion à l'université produit exactement le contraire de ce qu'elle était censée faire. Elle radicalise un certain nombre de porte-parole des communautés. Hein, et donc, elle va arriver à produire un mouvement de critique qui va avoir pour déboucher que ce qu'il faut faire, l'une des solutions possibles, c'est de changer les curriculums, donc de changer les textes que l'on doit, les textes de base, les textes classiques. Et donc, si vous voulez, on a différents mouvements qui s'interpénètrent et qui font que les humanités, en particulier les départements de littérature, changent profondément à ce moment-là, que les textes classiques, les textes européens classiques, doivent voir leur statut réinterrogé. Et donc Saïd va se trouver à la fois l'aboutissement et l'expression de ce mouvement de changement profond. Il en est l'aboutissement parce qu'il est spécialiste des textes littéraires, hein, et donc il va être pris dans un mouvement qui implique de lire autrement la littérature classique. On pourrait tout à fait le comparer avec Gaëlle Spivak, qui elle-même au même moment est spécialiste de Yeats au départ, hein, et également elle, professeure de littérature. Et c'est elle qui va apporter Derrida, oui, dans un mouvement qui est tout à fait le même. En gros, depuis les départements de littérature, on donne une voix à des gens qui n'en avaient pas, on donne une voix à des textes qui n'en avaient pas, et donc les départements de littérature sont centraux dans ce processus de changement. Mais en même temps, donc, l'ouvrage de Saïd va condenser ces changements. Hein. Il va être fondateur, il va être source d'inspiration. On pourrait dire, pour reprendre ce que Saïd disait sur Flaubert, ce que Saïd disait, ce que Flaubert disait sur l'homme, bref, eh bien que ça va inspirer aussi les études féministes, les études gays, les Black Studies, les différentes études d'ARIA, etc., etc. Donc l'idée qu'il y aurait un discours dominant, hein, que ce discours dominant doit laisser la place à des discours autres, hein, et bien tout cela va irriguer, bien au-delà de l'orientalisme, d'autres voies minoritaires. Et donc vous voyez que Abdelmalek était d'une certaine manière à contre-courant de transformation du champ, mais Saïd va être pleinement dans la logique des transformations du champ américain. Hein. Il est non seulement dans la lignée de ces transformations, mais il va venir à les incarner, puisque son livre va être vu comme, encore une fois, un peu le moment fondateur d'une transformation.
Voilà, et donc je crois que l'insertion différentielle de ces deux intellectuels en circulation, dans des champs nationaux qui ont des évolutions différentes, eh bien, va donner à leur critique des effets, des significations différentes. Alors voilà, je termine peut-être en 10 minutes, hein, vous m'excusez de prendre un peu trop de temps, mais sur également les ressorts transnationaux de la critique, hein, parce que c'est donc un peu une troisième et dernière partie que je voulais avoir. Peut-être pour le dire autrement, bon, Abdelmalek et Saïd sont évidemment aussi des intellectuels qui ont des trajectoires transnationales. Avec ces trajectoires, cet ancrage, si vous voulez, on peut dire global, va leur donner des ressources politiques intellectuelles différentes. Et je crois permet de comprendre, ou en tout cas dit quelque chose des destins différentiels de leur critique. Alors, bon, si on essaie de résumer cette idée très vite, en gros, Abdelmalek, c'est un intellectuel transnational qui a échoué à construire une carrière transnationale, pour des raisons que je vais essayer d'objectiver. Ça, il a réussi. Hein, c'est pour ça que leurs critiques ont aussi des destins différents. Alors pourquoi? Eh bien, Abdelmalek, c'est un intellectuel qui est à la fois, qui est profondément transnational, hein, mais je crois qu'il reste aussi profondément informé par la pertinence politique du cadre national. Donc c'est un intellectuel transnational qui reste d'une certaine manière prisonnier du cadre national. Alors pourquoi il est transnational? Eh bien, il l'est par ses réseaux, hein, par les réseaux communistes, encore que ce soit très compliqué, je vais le dire. Il l'est par UNESCO, qui est une institution transnationale par excellence, hein, dont Diogène, dans les années 1960, la revue Diogène dans laquelle il écrit, hein, c'est aussi le cas d'un certain nombre de colloques sur les savoirs endogènes dans lesquels il va parler dans les années 1970. Hein, il va s'appuyer sur l'université des Nations Unies à Tokyo, hein, qui est l'université de l'UNESCO en réalité. Bon. Voilà, donc c'est un intellectuel transnational et c'est en même temps quelqu'un qui reste profondément attaché à la nation égyptienne, qui pour lui forme un cadre politique et qui, je crois qu'il forme pour sa génération un cadre politique indépassable qui a sens parce que c'est cette nation qui a, à travers le nationalisme arabe, à travers la figure de Nasser, à travers ce qui se construit à ce moment-là, remporté une victoire indéniable sur l'impérialisme occidental. Or, cette relation à la nation est bien une relation profondément perturbée. Donc, Abdelmalek a été, en tant que communiste, enfermé par Nasser au bagne. Hein, un bagne dont, alors je cite là, si vous voulez, rapidement une phrase de Mohamed Sid Ahmed, qui était aussi un communiste égyptien. Pas de visite, cheveux rasés, pieds nus, cassant le basalte, réchauffé en hiver grâce aux bastonnades et aux coups de cravache que nous recevions jour et nuit, nourris de verre aux fèves plutôt que de fèves au verre, déplaçant une montagne sur nos épaules d'un endroit à un autre pour la ramener ensuite à sa place d'origine. Donc les communistes se sont brutalement réprimés, hein, Abdelmalek aussi, et on aurait pu penser que tout cela aurait aliéné les communistes par rapport à Nasser, et pas du tout. Hein. Pas du tout. Alors, le même Mohamed Sid Ahmed raconte comment est-ce qu'un jour un détenu qui avait été battu et tenu à l'isolement pendant plusieurs jours dans une cellule pleine d'urine pour ne pas avoir chanté à la gloire de Nasser. Et voilà ce qu'il dit: le lendemain de sa sortie, je lui dis furieux, un jour nous sortirons d'ici, nous réglerons nos comptes. Il me répondit: quand nous sortirons d'ici, nous le soutiendrons. Et Abdelmalek, qui est donc emprisonné par Nasser, et bien en 1956 écrit à Nasser pour le féliciter d'avoir nationalisé le canal de Suez. On oublie donc qu'Abdelmalek, qui écrit à Égypte aussi les militaires, hein, est récipiendaire de la médaille de l'Académie militaire Nasser en 1976. Qu'il restera toujours en liaison étroite avec le Caire. Il fait des allers-retours fréquents avec le Caire. Il est entré en Égypte. Donc une relation extrêmement compliquée. Alors ça, on pourrait le montrer en particulier sur les textes qu'il écrit dans les années 1970, hein, où il maintient toujours un ancrage national fort, et c'est important pour lui, au moment où la plupart des intellectuels qui travaillent à ce moment-là, et ça sera le cas de Saïd, dans les optiques critiques, et bien eux se dégagent du référent national. Ça sera le cas des intellectuels indiens, en particulier des intellectuels tchébaternes indiens, qui font une relecture critique de la nation. Et ça sera le cas aussi de Saïd, et donc j'avance rapidement sur ça. Donc j'ai envie de dire que Saïd c'était lui aussi un intellectuel transnational, mais qui a réussi à mener une carrière transnationale, ou en tout cas pour lequel, et c'est aussi une question d'époque historique, hein, et de génération, je crois, en tout cas pour lequel l'idée d'une trajectoire transnationale qui soit dégagée de la référence nationale fait sens, et donc marche, si vous voulez. Hein. Alors, il y a évidemment la différence qu'il n'y a pas de nation palestinienne. Hein. C'est une différence évidente avec Abdelmalek de ce point de vue-là. Encore que, hein, on notera que c'est une palestinienne de la diaspora qui est engagée dans une forme de nationalisme palestinien. Hein.
mais qui ne se rapprochera vraiment jamais de l'autorité palestinienne. Il sera critique des accords d'Oslo, il sera boycotté par Arafat, une partie de ses livres est interdite dans les territoires palestiniens, etc. Et donc je crois que, si vous voulez, Saïd, de ce point de vue-là, non seulement il y a le cas d'un nationalisme palestinien différent, mais vient aussi d'une génération qui voit le déclin, en tout cas une forme de crise d'un certain nombre de nations postcoloniales, ou plus précisément peut-être de l'idéal politique sur lequel les nations postcoloniales étaient construites. Alors je crois, et je vais terminer là-dessus, je crois que c'est comme ça qu'on peut relire en particulier l'un des textes qui est vu comme le texte de naissance des post-colonial studies aux États-Unis, qui est en gros la préface que Saïd écrit à Selected Subaltern Studies, qui est dirigé par Goua et Spivak, donc les deux membres peut-être les plus importants de ce collectif subalterne. En 88, donc, Goua et Spivak condensent un certain nombre de textes des Subaltern Studies indiennes pour les introduire aux États-Unis, et Saïd écrit un petit texte de départ. C'est à ce moment-là qu'on date, en fait, si vous voulez, l'espèce de convergence entre la critique arabe de Saïd et puis la critique indienne et le début des post-colonial studies. Alors ce texte, il est intéressant parce que c'est aussi, j'ai envie de dire, un texte performatif, donc le texte de Saïd, qui crée une communauté d'intellectuels postcoloniaux et globaux, puisque aux intellectuels indiens, Saïd va associer un certain nombre d'autres noms, donc il affirme qu'il forme une communauté critique, intellectuelle et politique. Il parle de Salman Rushdie, de Gabriel Garcia Marquez, de Mahmoud Darwish, de Syed Hussein El-Attas, d'Ali Shariati, d'Iqbal Ahmed, d'Abdallah Larwi, etc. Donc tous des intellectuels nés dans les anciens mondes coloniaux, mais dont la carrière s'est déroulée en connexion étroite avec l'Europe ou les États-Unis. Et Saïd dit, je termine en citant, ces intellectuels ne sont plus appréhendables en termes de nationalité, ça c'est pas lu, excusez-moi. Ils appartiennent à un espace post-impérial, dans lequel donc la situation coloniale s'est recomposée. Donc là je cite Saïd, je traduis ici de Saïd. Leur province est un monde post-indépendant, toujours asservi, toujours prisonnier et dominé par la coercition, l'hégémonie de régimes dictatoriaux, un nationalisme dérivatif et hypocrite, et des systèmes idéologiques non critiques. Et un peu plus loin, il dit, si vous voulez, donc il donne une dimension très très clairement transnationale à ce nouveau courant d'intellectuels globaux dont il espère qu'ils pourront porter une critique nouvelle. Il dit le nationalisme qui a porté le combat et les slogans contre le colonialisme européen classique. Donc ça il cite le mouvement quotidien, l'idéologie du nationalisme arabe, le mouvement panafricain, etc. N'a plus d'utilité car à la fois car il est indifférencié et parce que sa pensée ignore les alliés dans les centres métropolitains. Voilà, donc en tout cas, je vais vite là-dessus, mais vous avez, je crois, à travers Saïd, quelque chose qui va marcher, qui est l'idée qu'il y aurait des réseaux d'intellectuels globaux. Et vous voyez quand même que les noms prestigieux sur lesquels il peut s'appuyer, ça donne sens en fait à cette idée qu'aujourd'hui la critique intellectuelle anticoloniale, qui c'est vrai, c'est en particulier à l'époque d'Abdel Malek, considérablement appuyée sur les ressources que donnaient les nations indépendantes, eh bien c'est déplacé à un autre niveau dans les années 1980. On parle souvent de la crise du tiers-mondisme. En fait, je crois que le plus précis, la crise du tiers-mondisme, c'est sûrement la crise de la nation, en tout cas, fonctionner comme idéal politique convaincant pour appuyer une critique des différentes formes d'impérialisme. Voilà. Bon, écoutez, j'ai trop parlé, donc j'ai peut-être sauté ma conclusion qui en réalité n'est qu'un récapitulatif un peu presque terme à terme de ce que j'ai dit, donc je m'arrête là peut-être. Ouais. Comme tu veux. Ouais, c'est passionnant. En réalité, j'ai pas vu, ça veut dire que ça c'est simplement pour essayer de récapituler ces 3 points, mais peut-être qu'on va en parler. Discussion. Question. En fait, moi, j'ai une question. En tout cas, merci infiniment parce que je trouve ton exposé passionnant et ça apporte en fait des éclairages sur peut-être même sur d'autres, sur ce qu'on appelle des intellectuels, même qui sont restés dans leur pays d'origine et qui ont eu un ancrage dans leur pays d'origine. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de Abdallah Larwi, c'est un cas. Mais il y a aussi d'autres intellectuels en fait qui, je ne sais pas comment on pourrait les situer. Moi, je pense par exemple à Samir Amin.
je pense à Samir Amin, en fait, qui est enfin, franco-égyptien aussi d'ailleurs, hein, et qui, contrairement à Anwar Abdelmalek, il a réussi quand même à avoir un véritable aura international et qu'on continue toujours à suivre jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, parce qu'il est encore en vie. Je pense pas qu'il est encore en vie, hein, je pense. Enfin, je ne sais pas, par exemple, si tu prends le cas de Samir Amin, quelle, quelle, quelle spécificité, en fait, comment tu le définis dans le champ que tu as analysé et sur le terrain, enfin, ce que tu as analysé? Comment, je sais pas ce que tu en penses. Juste avant de te répondre, hein, tu citais à juste titre les intellectuels qui sont restés dans leur pays, parce que c'est une critique qu'on fait souvent, en fait, d'ignorer. C'est pas une critique. C'est pas une critique, hein, non, non, c'est pas une critique. C'est pas toi. Non, c'est pas une critique. C'est par ailleurs une critique qu'on m'a fait souvent de dire pourquoi prendre cela et pas prendre. Non, du tout. Ça me gêne un peu, parce que c'est vrai qu'il y a aussi tout le monde arabe, etc., autant de critiques. Moi, là, je veux dire que c'est vraiment un ancrage. C'est vraiment une optique, hein, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de voir les circulations. Enfin, quelqu'un comme Abdel Baroui, par ailleurs, si ma mémoire est bonne, a publié la crise intellectuelle arabe à Paris chez Massoud. Jabel Habib. Non, je ne sais pas du tout que c'est une critique. Je ne sais pas du tout ça que je veux dire. Sur ta question sur Samir Amir, peut-être ce qui ferait la différence, c'est qu'il a maintenu une optique marxiste et tiers-mondiste, j'ai envie de dire universaliste, que je crois que Abdelmalek n'a pas maintenu en fait. Alors je connais moins Samir Amin, donc je ne pourrais pas dire de bêtises. Dans mon souvenir, il a quand même une théorie un peu des systèmes mondes, une théorie marxiste globale qui, d'une certaine manière, peut lui permettre de faire l'économie des nations. Et donc, je n'ai pas trop souvenir, mais peut-être je me trompe, de Samir Amin mobilisant l'échelon national comme un échelon qui serait pertinent. Par ailleurs, il a fait une partie de sa carrière en Afrique. En Afrique, Dakar. Et donc, de ce point de vue-là, il a, j'ai envie de dire, il a donné corps à une forme de circulation transnationale qui est peut-être beaucoup plus logique par rapport à celle d'Abdelmalek. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, il arrive à éviter les ambiguïtés d'Abdelmalek. C'est vrai que là, mon optique m'amène à survaloriser les circulations vers l'Occident en réalité, hein, et que ça laisse de côté un certain nombre d'autres circulations, qui sont des circulations sud-sud, hein, qui sont aussi intéressantes. Moi, j'aimerais là. Merci beaucoup je trouvais que c'était passionnant parce que il y a 2 ans, en fait, j'ai participé à un colloque de jeunes chercheurs sur le monde euro-arabe à Manama. Et en fait, c'est une conversation qui est beaucoup revenue parce qu'on s'est rendu compte au fil des exposés, donc on était à peu près 25 jeunes chercheurs qui venaient aussi bien des États-Unis, d'Europe que du Maroc jusqu'au Koweït. Donc on avait une zone géographique assez large. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait pratiquement tous les mêmes références dans nos exposés, donc on était principalement en sociologie. Et effectivement, au fil et à mesure des présentations, on parlait à chaque fois on expliquait un peu nos référents et autres. Et on s'est rendu compte qu'aussi bien ceux qui travaillaient dans le monde arabe que ceux qui étaient en Occident, en fait, on avait tous exactement les mêmes références. Et donc, ça pose quand même un peu la question de la pénétration, justement, de toutes ces études post-coloniales dans, justement, les pays du monde arabe, puisque, effectivement, ils le disaient même, les jeunes chercheurs le disaient, on connaît des chercheurs qui sont reconnus, qui ont des études passionnantes, mais on finira toujours par mettre dans une bibliographie, par exemple, des chercheurs européens ou américains, comme s'il y avait une sorte de plus grande légitimité, en quelque sorte, pour eux dans leur texte. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je te remarque ce que tu dis. Je trouve que ça décrit assez bien ce que des modèles centre-périphérie, en gros, on s'est bien vu sur en gros, que les centres de production intellectuelle sont plus au nord et qu'il y a un partage du travail intellectuel. Et qu'une des manières d'objectiver ce partage, c'est effectivement la circulation des références. Donc, on s'aperçoit non seulement que les références occidentales vont beaucoup vers, comme tu disais, vers les mondes occidentaux, et que l'inverse est très très rare, sauf à être validé par un retour américain. Donc, les subalternes studies indiens, c'est un très bon exemple. Et comme par hasard, on voit que la plupart des membres des historiens indiens sont cooptés par les universités américaines, font leur carrière là-bas, écrivent en anglais, etc.
La deuxième chose, donc, c'est même si on regarde Saïd, dont je parlais, ce qui est extrêmement étonnant dans les textes de Saïd dans les années 70-80, donc au moment où il crée finalement cette espèce de reprise de parole des intellectuels occidentaux contre l'Occident, c'est qu'il n'a pas une référence. Et tous les Arabes, alors plus précisément, tous les Arabes dont je parle sont des gens qui écrivent soit en français, soit en anglais. Oui, Ben Malek, etc. Ce sont donc des références déjà globales. Alors, peut-être pour dire autrement, c'est-à-dire cette espèce de courant d'intellectuels globaux transnationaux qui sont entre deux langues, mais en réalité une maintenant qui est l'anglais. C'est ça aussi, c'est aussi un effet de cette espèce de profonde asymétrie entre des références, en anglais et en français qui sont centrales, et puis des références dans d'autres langues ou dans d'autres parties du monde qui ne sont pas. Je pense qu'effectivement, plusieurs travaillé sur, par exemple, en sociologie, sur les mouvements, par exemple, les mouvements religieux, que ce soit au Maroc ou autre. C'est vrai qu'ils le faisaient toujours avec des outils qui, en fait, avaient été plutôt développés pour un contexte assez particulier. Ça crée, eux-mêmes me disaient que ça crée parfois un décalage, mais voilà, après la question c'est à qui se référer, sur quels travaux s'appuyer pour essayer de prendre ce défi. De ce point de vue, est-ce qu'il y a des actualités? Parce que l'une des parties de la critique, c'est en gros pourquoi est-ce que les théoriciens sont en nombre et des gens qui vont vraiment travailler en péricossus. Et ça, c'est vrai que je dis, Je vais peut-être poser d'abord ma question. Avant, juste faire une petite note. Quelles sont les définitions finalement d'intellectuel et arabe en tant que parce que je ne l'ai pas encore vu, mais je vais tout de suite le commander. Ou si tu veux me le passer avec les trucs que je te renvoie, au bureau. Mais c'est très intéressant de toutes les manières. Mais voilà, je voudrais juste comprendre un peu le contexte de la définition intellectuelle et arabe avec toute la diversité que ça peut représenter ici. J'ai beaucoup apprécié ce comparatisme que vous faites. Je trouve qu'il est très provocateur d'ailleurs. Le mot est très intéressant. Et c'est toujours un plaisir de venir ici parce que c'est toujours des sujets, finalement, c'est des sujets à la marge. C'est ça qui peut être dans les discussions. Je pense aujourd'hui, l'université française est toujours orientaliste, autrement. Moi-même, j'ai été pour Madinah Kovic. Je peux témoigner de cette institution d'orientalisme français. Mais j'ai une autre lecture de la question de l'exil. Moi, je travaille sur l'exil palestinien d'un point de vue littéraire, et aussi à partir des traducteurs, à partir de l'histoire, bien sûr, politique, sociale, etc., des Palestiniens. Il y a une nation palestinienne. La Nakba a été centrale dans la formation de cette nation. Et donc, parce que si on part d'un point de vue européen, la nation, ses territoires, langues, etc., qui aujourd'hui d'ailleurs est complètement remis en cause, parce que les Basques, les Corses, la nation, elle est là. Et Edouard Saïd est devenu finalement Edouard Saïd après. Edouard Saïd, l'orientalisme, etc., ou de la question palestinienne. Il est devenu après 67. Il raconte justement dans Out of Place, où il raconte ses souvenirs. Il disait qu'il y avait. Parce que lui, il faisait partie d'une famille très aisée. Et ils venaient tous, ils étaient tous tristes, parlaient. Il avait une tante qui travaillait avec les réfugiés. Il y avait le mot réfugié, mais lui, ce qui l'intéressait, c'était les filles, c'était faire du tennis. C'était un produit de la bourgeoisie locale. Et c'est 67, effectivement, vous avez raison, qui a transformé finalement Edouard Saïd. Mais Edouard Saïd, je ne sais pas si vous avez pris en compte son dernier ouvrage qui n'a pas terminé, mais le style tardif. C'est là, vraiment, justement, il y a Adorno, mais il y a aussi un autre personnage qui soulève, c'est Genet. Genet, c'est la question palestinienne. Que finalement, je reviens à la question de l'exil, finalement, est-ce que la question que je me pose de mon travail, et d'une manière générale, est-ce que l'exil demande ce déplacement territorial? Parce qu'il peut y avoir un exil aussi intérieur. Je préfère le mot nomade de Deleuze, plutôt nomade dans un sens de quitter un système pour des sous-systèmes, etc. Ou sinon, c'est quoi l'universel? Parce que l'universel est très européen, est très marqué, il n'y a pas d'universel pour moi. Il y a l'idée, bien sûr, on est tous des humains, mais
il y a aussi des cultures, etc. Donc voilà, c'est la question de cet exil-là, et que finalement, les intellectuels juifs, on leur a collé une connotation qu'ils ne l'ont pas demandé. Eux, on les a exilés parce qu'ils étaient maltraités partout, mais ils étaient très attachés à leur identité. Et donc, ce qui a finalement, pour arriver à la question d'Edouard Saïd, que finalement, ce qui l'a motivé après orientalisme, c'est la question de la Palestine, qui a été là, et qui a pris un élan plus large sur le plan géographique, culturel. Il s'est intéressé à la question des intellectuels, dans le monde arabe, il a réappris l'arabe. Enfin, donc voilà, c'est cette question d'exil, universalisme, et qui pour moi, parce que je trouverais que Abdelmalek est beaucoup plus universel, si je peux prendre toutes ces références communistes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est vraiment cette question d'exil. Et que pour moi, Edouard Saïd, le out of place, c'est vraiment cette perte identitaire de la Palestine. Et c'est quelque chose qui regrette d'avoir ignoré la Palestine avant 67. On a presque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est out of place n'est pas nécessairement un déplacement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les intellectuels, enfin, ce qu'ils sont devenus les intellectuels maghrébins arabes ici, ils étaient là au début, parce qu'il n'y avait pas d'université dans ces pays coloniaux. On a créé des facs pour les colons, pas pour... ils n'avaient pas d'école pour aller étudier en Algérie, il n'y avait pas d'école, par exemple. Et, mais aujourd'hui, parce qu'on a construit des écoles, etc., il y a des idées qui sortent. Mais dans d'autres langues, on ne prend pas en compte, effectivement, et ce n'est pas une critique pour vous, mais effectivement, ce débat-là, qui a peut-être ce post-colonialisme qui se fait ailleurs. Moi, je l'ai vu ce matin par rapport à la Syrie, mais il y a une dynamique intellectuelle, exilique, nomadique, enfin, je ne sais pas, on peut donner tous les noms. Mais c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce parallèle qui va... Si vous faites ça devant des Palestiniens, ça va donner un débat très intéressant. Mais merci. Alors sur votre premier ensemble de questions, comment j'avais défini intellectuel arabe, en fait, de manière extrêmement... c'est un protocole de recherche. En gros, j'avais pas pris la définition intellectuelle qu'on peut l'avoir, par exemple, chez Sapiro et Matonti, où il y aurait l'idée d'un investissement politique, etc. J'avais simplement pris des gens qui étaient dans une discipline. Donc, des gens qui avaient travaillé, donc j'avais défini par le fait qu'ils avaient une position universitaire, qu'ils avaient fait une thèse à tel moment, dans tel endroit, etc. Donc, j'avais constitué un échantillon comme ça. Et arabe, c'était pareil, en fait, j'avais pris 6 nationalités, donc c'était les 6 nationalités statistiquement les plus présentes au moment donc, des années qui m'ont fait penser, qui étaient les mouvements de changement justement du discours orientaliste. Donc c'était en gros les 3 nationalités maghrébines, marocaines, algériennes, tunisiennes, les Égyptiens, les Libanais et les Syriens. Voilà. Et donc, mais, encore une fois, c'était un échantillon qui était, ça n'avait pas vocation à faire une forme d'histoire un peu générale des migrations arabes en France. Pour le titre, en fait, il est faux. Hein. Ça, c'est l'éditeur qui m'a tapé dessus pour me dire, moi, je vais l'appeler le savoir de l'autre pour l'interrogation. Il m'a dit, ça va pas. Hors de question, on ne va jamais faire ça. Il y a des intellectuels arabes en France, sinon ça ne se vendra jamais. Alors, c'est pas mieux vendu avec ce titre-là. Mais en tout cas, voilà, ça ne parle pas de tous les intellectuels arabes. Ça, c'est pas ça. Ça parle simplement de positions de gens qui sont en migration dans des rapports de savoir. Sur votre autre question, là, qui est beaucoup plus redoutable, sur l'exil et la manière dont on imagine la nation. En fait, j'ai 2 réponses, si vous voulez. Comment dire ça? Alors, je vais d'abord rentrer par ce que vous dites sur la redécouverte de Saïd sur la Palestine, qui va peut-être me permettre de répondre un peu plus précisément. Mais c'est vrai, c'est extrêmement intéressant de voir comment est-ce que Saïd, donc, non seulement presque sur le point de devenir entièrement blanc, comme il dit lui-même, qui ne faisait rien sur la Palestine, qui avait une carrière, il le dit, orthodoxe, qui le maintenait dans les limites, etc., pris pour un juif levantin, etc., etc. Et puis il le dit aussi, j'étais un playboy. En gros, effectivement, il s'intéressait aux femmes et aux belles voitures. Hein. Bon. Alors il dit c'est 67, ce qui est vrai et qui n'est pas vrai. Et ça, je le trouvais assez intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir là, avec Saïd, quelque chose qu'on fait quand on est sociologue et qu'on apprend à faire à l'université à nos étudiants, c'est-à-dire n'écoutez pas ce que disent les acteurs sociaux, mais essayez d'objectiver un peu. En réalité, entre 1967 et 1978, quand Saïd écrit l'orientalisme, c'est à ce moment-là qu'il devient intellectuel de la Palestine. Hein. Auparavant, il écrit très peu sur la Palestine. Alors, il écrit quelques articles pour le New York Times, c'est vrai,
Il va au Liban, il se remet en contact avec ses amis libanais, palestiniens, avec sa famille, avec d'autres, etc. Indéniablement. Je veux dire que le moment où ça produit des différences dans ces textes, c'est beaucoup plus tard que ça. Et à mon sens, ce qui fait que la redécouverte de la Palestine par Edouard Saïd peut devenir effectivement en termes d'engagement intellectuel et d'écrit, je le dis de manière un peu provocante, c'est qu'il est une position ténuable à la Colombie. C'est qu'en gros, il peut à ce moment-là, il a la sécurité institutionnelle qui peut lui faire dire ce que l'on dit sur les Palestiniens, c'est dégueulasse. Quand Goldamer dit que le peuple palestinien n'existe pas, c'est une de lui-même. Je me suis fixé comme tâche de lui montrer que c'était faux, et ça suppose des risques. Il y a des risques physiques contre Saïd. Ça suppose aussi de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de ressources. Donc je pense que c'est un processus qui est plus compliqué, qui est un processus qui a été long, et c'est un processus qui ne dépend pas que de la guerre de 67, comme l'a dit Saïd, mais qui est aussi, encore une fois, des questions de champ, des questions de position institutionnelle, des questions de trajectoire, avec que les trajectoires ont de temporel et de non. Alors, je vais peut-être essayer quand même de répondre à votre question à travers ça. Qu'est-ce que ça veut dire sur la manière dont Saïd imagine ou pas la Palestine? Alors, vous avez raison qu'il y a un imaginaire palestinien, mais précisément, j'ai envie de dire, l'imaginaire, c'est au moment où on a lâché l'idée que la nation serait cette forme politique sur le modèle européen classique, avec la territorialité, avec un État, avec des passeports, etc., etc. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai, et oui, de ce point de vue-là, Saïd est tout à fait dans la continuité de la déconstruction de la forme nation à laquelle, par exemple, les intellectuels indiens se livrent au même moment. Je pense à Nationalist Fragment, Chatterjee, etc., donc avec des fragments de la nation, ça. En même temps, bon, il y a quand même quelque chose qui est une réalité de la nation, en tout cas du nationalisme palestinien. Il y a une autorité palestinienne, il y a Arafat qui se relocalise en Palestine, il y a un appareil sécuritaire palestinien, etc., etc. Donc ça, en même temps, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ce que je veux dire peut-être par là, c'est que la nation imaginaire, la nation imaginée est une chose. La nation qui a pour fonction et pour résultat en partie d'avoir un territoire, d'avoir des structures de pouvoir, etc., existe aussi. Je crois que ça a été pris entre les deux. Et qu'effectivement, ce qui fait qu'il s'oppose de manière progressive à Arafat, aux accords de Sceaux, etc., l'amène, j'ai envie de dire, depuis sa position d'exil, depuis sa position de nomade, pourquoi pas, à réimaginer notre forme de nation. Mais vous voyez bien que là, du coup, il est dans un déséquilibre, en tout cas dans un décalage croissant avec ce que c'est que la réalité du nationalisme palestinien sur le terrain. Parce qu'il y a deux choses, qui marquent dans le style tardif, parce qu'il s'adresse aux ouvrages tardifs de ces intellectuels. Et c'est ça qui marque finalement. Mais il y a la photo dans le sud du Liban, où il prend le caillou et il lance vers l'armée israélienne. Et c'est un risque aussi qu'il a fait. Ça savait peut-être qu'il allait mourir. Et ouais, merci, c'est pas tout corrigeant. En tout cas, il savait qu'il allait en partie mourir symboliquement parce que ça a été surexploité par toutes les campagnes contre lui. Saïd qui n'est pas vraiment palestinien, Saïd qui ne parle pas arabe, Saïd qui ne serait pas né à Jérusalem, etc. Donc ça a été des trucs extrêmement douloureux pour lui, extrêmement vicieux. C'est un peu l'invention des fake news aux États-Unis. Saïd aurait été l'un des premiers en fait. Alors justement, comment est-ce qu'ils sont reçus parce qu'on voit bien les changements qu'ils opèrent. Comment est-ce que leur trajectoire elle-même est influencée par le milieu où ils sont. On ne voit pas bien comment est-ce qu'ils sont reçus dans les pays sur lesquels on parle. Comment est-ce que Abdelmalek est reçu, les écrits sont reçus en Égypte. Comment est-ce que Saïd est lu par les intellectuels palestiniens qui n'ont pas eu cette trajectoire transnationale. Est-ce qu'il y a moyen de percevoir ça? Alors, j'ai moins travaillé, voire quasiment pas travaillé là-dessus, donc j'aurais du mal à vous répondre au-delà des vagues idées que j'ai. Bon, la réception de Saïd a été, si vous voulez, freinée par le fait que voilà, ses livres ont été interdits pendant très longtemps. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'ils le sont encore en partie pour certains. De ce point de vue-là, bon, il n'y a simplement pas de réception, en tout cas par les canaux officiels. Après, du coup, ça favorise une réception qui est à nouveau une réception transnationale et globale, c'est-à-dire en gros des intellectuels palestiniens qui sont eux-mêmes en diaspora, et puis c'est qu'il y en a un certain nombre, donc ils peuvent avoir accès aux langues centrales, donc par les traductions directement en anglais.
Et donc on se trouve dans un mouvement, j'ai envie de dire, où la réception se fait précisément par des gens qui ont des positions structurellement un peu équivalentes. Je crois qu'il y a malgré tout, alors je sais qu'il y a une réception arabe, ça j'en suis tout à fait sûr, donc je pense qu'elle irrigue aussi par un autre canal la réception proprement palestinienne, mais ça, il faudrait des études qui ne sont pas les miennes. La réception d'Abdel Malek en Égypte, je ne pourrais pas vous dire. J'ai parlé avec un nombre de gens, je sais, qui ont lu Abdel Malek, mais c'est souvent aussi des intellectuels qui sont eux-mêmes en circulation. Par Diogène, je pense qu'en particulier lors de l'expérience, il a été traduit en arabe. Ouais. C'est vrai qu'il est écrit d'abord en français. Et qu'on retrouve, je vous dirais qu'a priori, moi, j'aurais tendance à dire que voilà, la réception est un peu la même que Saïd, c'est-à-dire en gros des intellectuels qui sont même en circulation, même transnationaux, qui ont des positions structurelles à peu près équivalentes à celles soit d'Abdel Malek, soit de Saïd, qui lisent et qui reçoivent en premier lieu ces auteurs. Mais preuve de confirmation empirique, il est possible que je me trompe, que j'ignore un tas de choses là-dessus. Ça, il est traduit en arabe, non? Mais récemment. Mais Oui, récemment, je pense. C'est pas si vieux que ça. Hein. Une dizaine d'années. Voilà, c'est ça. Mais même en français déjà, parce que l'orientalisme, je sais pas, il est traduit en France. 80, voilà, c'est ça, dans les années 80. Et impérialisme, il est traduit beaucoup plus tard, je pense. L'orientalisme est enseigné en Allah, il est enseigné même dans les universités israéliennes. Oui. Au Liban, le Liban, c'est un centre aussi qui est important. Et pour lui, pour tous ses amis qui sont encore en vie, en tout cas, c'est rentré dans les universités. Oui, c'est ça. Après l'Égypte, les autres pays, c'est plus compliqué. Mais pour le Liban et Palestine, c'est sûr. Parce qu'il n'a pas vraiment écrit quelque chose. Alors même quand il était en désaccord avec... il a démissionné, il était en désaccord avec Arafat, il est revenu plus tard. Il a soutenu Arafat, il a dit maintenant je me tais parce qu'il est assiégé. Il a dit que c'est vrai, oui, à la fin. À la fin. Il dit qu'il était assiégé, parce qu'il est assiégé, je lui donne mon soutien. J'efface pas mes critiques politiques. Et Arafat, c'était quelqu'un d'ouvert aussi. Hein. C'était pas quelqu'un qui coupait la parole à tout le monde. Bon, la position politique de Saïd peut être réinterprétée malgré tout avec ce que c'est que les Palestiniens de la diaspora. On sait quand même que le retour de l'OLP sur les terres palestiniennes provoque de fait une mise en minorité de ce qu'a été le nationalisme palestinien, qui était auparavant un nationalisme de diaspora, et que c'est aussi une manière de prendre acte du fait qu'il y a eu un nationalisme qui, depuis en particulier les intifadas, s'est développé sur place et qui met l'OLP dans une situation extrêmement complexe. Donc, je pense qu'il faut aussi relire la minorisation des voix du nationalisme en exil à la lumière de ce sont les conflits politiques sur place. J'avais une question sur. Tu abordes à un moment dans ce livre, mais qui date de plusieurs années, je le précise, c'est pas les Maghreb, Moyen-Orient. Et est-ce que dans ton travail, justement, tu vois des différences fortes dans les trajectoires d'intellectuels entre. Parce qu'il y a une hiérarchie des Arabes, et comment tu la perçois à travers des trajectoires intellectuelles et les différents types de réception. Est-ce que tu vois des différences et est-ce que les hiérarchies des Arabes se reproduisent aux États-Unis, en France, comment tu vois un peu cette hiérarchie-là où c'est pas du tout pertinent Écoute, sur la hiérarchie, je ne saurais pas te dire, je ne suis pas sûr, en tout cas sur les questions sur lesquelles j'ai travaillé, je ne suis pas sûr qu'elle apparaisse. En tout cas, voilà, c'est à chaque fois, j'ai envie de dire, des contextes précis, historiques et spatiaux. Donc de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que les différences, par exemple sur la maîtrise du français, la pratique du français, etc., il y avait une différence qui pouvait être assez... qui pouvait marcher en termes, si vous voulez, de Maghreb à Mashriqien, mais qui était immédiatement réinformée par deux déterminations. Il y avait des questions de genre qui étaient évidentes. Le français était plutôt une langue féminine au Moyen-Orient, plutôt une langue masculine au Maghreb, en tout cas dans les trajectoires des gens qui avaient émigré. Après, il y avait des trajectoires aussi, il y avait des questions sociales. C'était des milieux plutôt favorisés au Moyen-Orient, qui étaient un peu moins, en gros, c'était, on va dire, des milieux de petits fonctionnaires au
Maghreb. Bon, il y avait des choses donc, qui jouaient comme ça, mais si tu veux, ça amenait tout de suite à revoir une inscription sociale plus large. C'est comme ça que je l'ai pris, parce que bon, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de voir comment est-ce que les langues, par exemple, permettaient des circulations, des intégrations à des champs de savoir effectivement nouveaux. La question me fait penser qu'effectivement, il faudra travailler sur la question de hiérarchie. Moi, je pensais au fait que moi, ce qui me frappe, effectivement, et tu le dis un moment aussi dans l'ouvrage, quand même chez les orientalistes, voilà, enfin, les vrais arabes, c'est ceux du Moyen-Orient. Voilà, c'est ça. Regarde. Et moi, Il aujourd'hui, est mort encore cette en 2012. cette prépondérance très forte dans les études du monde arabe. Le Maghreb est complètement. Et j'avais une autre question, mais là qui est plus contemporaine, parce que moi je trouve ça passionnant, parce que tu éclaires un peu la situation d'aujourd'hui, puisqu'il y a toujours ces orientalistes classiques, quelque part, ils existent toujours. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, mais ça tu en parles pas dans le livre, mais je suppose que c'est plus tard que ça arrive, c'est-à-dire c'est d'autres pôles qui arrivent sur le monde arabe. Alors, je pense, j'étais surpris de ne pas voir par exemple Aix-en-Provence, Grenoble, l'arrivée massive de la science politique, de l'histoire, des études civilisation, etc. Mais il y a une arrivée massive de la science politique, aussi de l'anthropologie qui s'est consolidée. Bref, est-ce que tu peux nous donner des éléments de ton histoire des intellectuels arabes pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe? Est-ce que, si tu peux le faire, parce que je trouverais ça vraiment intéressant, parce que tu as un regard historique, moi j'ai pas, bien sûr, sur les évolutions d'aujourd'hui et les pôles de ceux qui prétendent parler du monde arabe en France. Vous avez raison au titre du fait que ce titre est particulièrement vendeur. En réalité, c'est certains intellectuels arabes à Paris. C'est comme ça qu'il faudrait le dire. Hein. Ouais, parce que ce qui m'avait intéressé, c'est la manière dont l'université parisienne, alors là, pour le coup, qui était le centre non seulement national, mais international de l'orientalisme, s'était écroulé. Comment c'était fait reconfigurer. Donc, du coup, j'ai beaucoup plus travaillé sur la structure parisienne. Et j'aborde le reste un peu que par la bande. C'est-à-dire, en gros, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours contemporains sur l'histoire sociologique, etc., alors qu'il y en a évidemment, mais il y en a un pour Dex, c'est vrai qui se met en place, et je ne fais que l'évoquer, en réalité. Oui, tu dis, mais je pensais, est-ce que tu as... Non, depuis, tu n'as pas... Non, j'ai pas vraiment travaillé là-dessus. Ce que ta question m'évoquerait, c'est peut-être, alors je pense qu'on aurait intérêt à penser ce qui se passe maintenant à travers l'argent qui coule sur le radicalisme, le djihadisme, etc., à travers, en voyant comment est-ce que les questions politiques ont toujours été présentes sur le monde arabe, qui ont été d'une certaine manière, c'est ça que je vais essayer de montrer, où il y a eu finalement une forme de bonus de l'humanité, où on a renforcé en gros l'autonomie des disciplines, que la décolonisation scientifique, c'est ça. C'est qu'en réalité, on a un pouvoir politique qui a confessé à demi-mot qu'effectivement, il a mis d'argent pour avoir un orientalisme qui allait lui permettre de dominer des sociétés, et que donc il a laissé finalement s'installer une structure à laquelle il a donné complètement pour l'autonomie. Et que ça, on voit que c'est en train de se recomposer aujourd'hui, alors à la faveur de processus qui sont loin d'être équivoques, univoques, excusez-moi. Ça ne veut pas dire que l'autonomie est finie, ça ne veut pas dire qu'on a un policier qui va derrière les épaules de chaque chercheur pour voir ce qui est, etc. Je pense que ça rime compliqué. Mais que c'est effectivement des choses qui vont dans le sens de la recherche d'un projet, etc., où on retrouve effectivement des relations politiques et scientifiques qui se recomposent. Bon, il faut dire que c'est même pas tout à fait nouveau. Je ne sais pas qui seraient des équivalents aujourd'hui des orientalistes, mais je pense que quelqu'un comme Jacques serait en bonne place pour. Je pense qu'on est allé au GIS Moyen-Orient des musulmans. Moi, j'avais jamais mis les pieds. Donc, c'est pas grave. Mais j'étais très frappé par le fait que tout ce que tu racontes, tous les thèmes des orientalistes classiques restent toujours là, toujours. Ça, c'est la première. Et deuxième caractéristique que tu donnes, c'est que c'est l'absence des
enfin, justement des intellectuels arabes à Paris à cette occasion-là. C'est comme j'ai un collègue tunisien qui disait je suis quasiment le seul à venir de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc je trouve que ton livre a extraordinairement de l'actualité quand on assiste à ce genre de... Alors j'ai juste assisté 2 jours, mais disons que rien qu'à comme ça, là, rien qu'à voir les thèmes, on trouve que... Enfin, bien sûr, ça a beaucoup changé, mais les thèmes dont tu parles des orientalistes restent très très forts. Oui, très dominants. et même parfois même dans les centres de recherche français dans ces pays-là. Le cas de CJB à Rabat, c'est flagrant, c'est flagrant. C'est flagrant. Dès que quelqu'un propose autre chose, il est totalement balayé. C'est incroyable. Une pensée là, ce que tu dis, moi je crois qu'une des différences, par contre, c'est les générations, en gros, des deuxième ou troisième génération des migrants, avec aujourd'hui donc un certain nombre de jeunes chercheurs qui sont nés en France, qui sont français, qui sont d'origine arabe, bien sûr. Il a fait une grosse différence. Après, il faudrait regarder un peu statistiquement, malheureusement, ça je ne l'ai pas fait. Je pense que, alors, une des choses un peu positives, malgré tout, qui explique ce constat plutôt négatif que tu fais, c'est que malgré tout, on a dans le monde arabe des centres de recherche qui existent. Et donc, on a des chercheurs qui, évidemment, de ce point de vue-là, on n'a pas besoin de venir à Paris, si ce n'est pour faire des conférences ou pour passer un congé sabbatique. Là, c'est aussi une différence. Les centres ne sont pas toujours au même endroit. Voilà, c'est ça. Ils sont déplacés aux États-Unis. Ils sont déplacés aux États-Unis dans le Golfe. Dans des universités américaines. Dans le Golfe, on en a parlé ici. C'est intéressant. Et les lieux sûrement de cette critique aussi. Je pense qu'on peut même aussi faire le parallèle avec d'autres, pas forcément que au niveau par exemple des chercheurs ou universitaires qui sont donc arabes ou maghrébins qui vivent en France ou en Europe. Je pense que la même chose, on peut la voir aussi pour tous ceux qui travaillent par exemple dans le secteur de la culture, par exemple dans le cinéma. Il y a aussi une circulation en fait de réalisateurs, d'acteurs qui commencent en fait à aussi changer la donne et à présenter en fait une nouvelle façon en fait de procéder à une circulation aussi des produits culturels, si on peut dire. On le voit vraiment, enfin surtout au niveau du cinéma, on le voit clairement. Et ça représente aussi cette dimension de l'exil dont tu parlais, parce qu'il y a par exemple beaucoup de réalisateurs, par exemple, qui ont une fois un pied ici, un pied là-bas, ou qui ont choisi, par exemple, de s'installer une fois pour toutes en Europe, donc qui quittent en fait leur pays d'origine pour s'installer une fois pour toutes en Europe. Et ça, on commence en fait à voir ce type de forme de circulation, en fait. C'est vrai que les migrations intellectuelles sont absolument pas isolables des migrations culturelles au sens propre du terme. D'ailleurs, pendant longtemps, elles se sont nourries des autres. C'est une bonne idée de comparaison, en fait. C'est des choses que je ne connais pas suffisamment. Je pense qu'il faudrait regarder aussi j'ai envie de dire, parce que les caractéristiques formelles des produits. Bien sûr. Oui, totalement. Ne circule pas de la même manière qu'un texte scientifique, qu'un texte comme Saïd, qui est entre le scientifique et le politique, etc. Là, il y avait des choses assez intéressantes. Encore, quand vous arrivez au Maghreb et machin, vous allez avoir une différence parce que on ne peut pas vraiment parler de migration intellectuelle du Maghreb. Elle a toujours été massive et l'intellectuel est sorti de cette masse, alors que le Moyen-Orient, ce n'est pas une immigration massive vers l'Europe ou même vers les États-Unis. Ça a toujours été des étudiants, des intellectuels. Effectivement, vous allez voir. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que d'abord, d'un point de vue identitaire, je pense que ça va plus marquer si on met arabe et maghrébin, parce que ça inclut les identités aussi. Bien sûr. Parce que ce truc arabe, je crois qu'à l'époque, par exemple, les différentes langues de l'Empire ottoman, on les appelait langues musulmanes, par les orientalistes. J'avais participé au premier camp de justement
sur la question des langues musulmanes, et c'était ça, c'est comme ça qu'on appelait. Après, maintenant, c'est devenu cette entité arabe, je ne sais pas ce que c'est. Et en dehors du nationalisme, etc. Donc voilà, enfin voilà, déjà comparer les différentes migrations, ça va donner l'Algérie, voilà. L'Algérie par exemple, c'est parti communiste, essentiellement des salés, des intellectuels pour moi, militants aussi, mais je vais bien. La réponse est là. Non, mais ceci dit, toutes ces réponses sont pas, et c'est vrai qu'il faudrait reprendre le sujet pour voir ce qui se passe depuis en gros les années 2000, quoi, où les impressions étudiantes ont complètement changé. Enfin, en gros, même, je pense après la fin de la guerre froide, on voit la centralité qu'avait Paris pour un certain nombre de la région qui s'efface. Hein. Il y a des gens qui sont francophones, qui vont aux États-Unis. Je crois qu'il y a quelqu'un comme Abdallah Hamoudi qui fait carrière à Princeton, après il est passé par Paris, etc. Donc on voit un certain nombre parmi les élites qui sont inspirées complètement par les universités américaines, qui ont beaucoup plus d'argent, beaucoup plus, etc. Et où du coup, alors restent en France des gens qui reviennent, qui peuvent revenir, mais c'est en général pour des temps courts. Et puis, c'est aussi envie de dire par rapport aux années 60, 70, 80 quand j'avais pu s'étudier, on a des trajectoires de circulation qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus dans les temporalités quand même beaucoup plus courtes. Quoi. Ces espèces de migration en fait, très intégratives, on a des gens comme Mohamed Harpoun qui viennent, qui font leur carrière, qui restent, etc. Elles sont beaucoup moins la norme aujourd'hui. On peut avoir des gens qui vont qui font les sur des allers-retours, en particulier avec le monde arabe d'ailleurs. Hein. On a des gens qui viennent faire carrière en Occident, qui repartent pour des temps plus moyens dans le monde arabe, qui refont des collaborations. On a des universités qui se délocalisent, etc. Donc, tout ça, je crois, change profondément. Ça ne change pas forcément nécessairement les grandes asymétries, ça les recompose quand même simplement. C'est pour ça que ton exemple de Aix est intéressant, parce que j'ai l'impression que Aix se démarque quand même au centre ici. Je sais pas, mais voilà, je me disais, tiens, je vais peut-être trouver, mais c'est normal, hein, tu t'es concentré essentiellement sur le beau de Lyon à l'époque, qui était la Sorbonne. Mais c'est vrai que découvrant cette ère depuis peu de temps, voilà, je ne comprenais pas pourquoi Grenoble, pourquoi Aix, même Sciences Po Paris, bien sûr. Et voilà, Lyon aussi. Et j'aimerais bien comprendre, mais bon, il y a, je crois que, comment ça s'appelle, Pierre Vermeuren a écrit des choses là-dessus, dans son HDR, mais je n'ai pas encore tout lu sur cette histoire-là, notamment sur ceux qui travaillent sur le Maghreb. Je n'ai pas encore totalement lu son HDR. Et Abdelmalek, lui, pardon, tu as une question. Abdelmalek, il avait, enfin, parce que je vois bien Saïd, je connais mieux, etc. Enfin, tu parles du New York Times, enfin, bon, il avait des lieux comme ça, bon, voilà, très. Mais Abdelmalek, c'était quelqu'un qui intervenait, je sais pas, dans le monde, ou c'était le chercheur CNRS plutôt dans sa tour d'ivoire, et qui intervient dans des revues, même des revues de débat, bien sûr, comme de Gênes, parce que je connais mal, en fait. Ouais. Écoute, il a eu une activité politique complexe. Alors déjà, parce qu'en réalité, il est arrivé en France mais pas du tout par les réseaux communistes. Parce qu'à l'époque, le Parti communiste français pensait que Nasser était un fasciste. Et en fait, celles et ceux qui ont fait sa carrière en France, qui ont permis de s'installer, etc., c'est les réseaux gaullistes. C'est en particulier Hélène Carrère-Blancos, qui n'est quand même pas la marxiste la plus foudroyante qui soit au monde, qui fait une très bonne critique, très positive de l'éthique militaire, c'est important. Et c'est les gaullistes, donc au nom en réalité des réseaux francophones jésuitiques d'Alexandrie. Balta, par exemple Balta, oui, je crois aussi. Oui, parce que là, tout ce que tu dis, j'ai l'impression d'être. Et donc, de ce point de vue-là, il se trouve dans cette position complexe. Quand il va ensuite réintervenir au niveau global, arriver à le faire, moi je vais travailler dans des choses que j'ai fait dans le livre, mais autour donc, de l'Université des Nations Unies, qui est à Tokyo, et de ces grands colloques internationaux qui se font donc, dans le sillage de l'UNESCO et de l'ONU. Donc, il y a un colloque à Belgrade, il y a un colloque à Alger, il y a un colloque à Kyoto, il y a un colloque, je crois, au Mexique aussi. Il va réintervenir dans ces structures-là. Mais voilà, encore une fois, c'est ça qui m'avait frappé. Bon, j'en ai dit quelques mots, mais à quel point il est décalé par rapport à d'autres intellectuels
Alors je pense que c'est quelqu'un, encore une fois, dont l'activité politique s'est trouvée très en porte-à-faux à de nombreux égards. Et je dis même au niveau de sa portée intellectuelle, ça on peut dire, enfin au niveau de ses travaux, ils ne sont pas très très connus, même de l'autre côté de la Méditerranée. Hein. C'est quelqu'un qu'on connaît très très peu, et moi personnellement, je ne pense pas avoir vu un ouvrage traduit en arabe. Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'impression. Peut-être je me trompe, hein, sincèrement, peut-être je me trompe. Même quand il est mort, ça fait pas très longtemps. Hein. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans seulement. Et il est mort à Paris. Hein. En fait, même quand il est mort, parce que bon, moi j'ai 2 ou 3 ouvrages à la maison de lui. C'est vrai, quand il est mort, j'ai lu ça dans la presse, mais comme ça, je dis, mais il n'y a personne qui en parle. Hein. Personne. Il a même fait des travaux, parce que j'ai vu par exemple dans des publications qu'il avait fait, même qui n'avaient rien à voir en fait avec la sphère politique ou avec la politique, il a fait des travaux sur les loisirs en France. Sur les loisirs en France. Voilà. En tant que sociologue, tout à fait. J'ai une petite question par rapport à cette période qui est assez riche d'un point de vue intellectuel aussi ici. J'avais visité le musée de l'esclavage en Guadeloupe. Et ils avaient une petite section sur le mouvement de la négritude et un tout petit paragraphe sur l'appel, justement, où il y avait quelques intellectuels arabes qui avaient été à leur congrès, réunion à la Sorbonne. Et je voulais savoir si vous avez trouvé quelque chose à cette époque-là, de ce travail en commun avec les intellectuels noirs d'autres pays d'Afrique, américains aussi. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui peut-être pourrait rassembler tout ce beau monde, c'est François Fanon. Donc je voulais savoir si vous avez, parce qu'après, je ne sais pas si vous avez trouvé quelque chose. J'ai trouvé très intéressant qu'ils aient fait un appel aux intellectuels arabes à Paris pour venir rejoindre la lutte. Non, alors je sais qu'il y a eu des choses autour des revues. Il y a une exposition en ce moment à l'Institut d'Histoire. J'ai un trou là, excusez-moi. Vous voyez, à côté de l'ancienne bibliothèque nationale, il y a ces bâtiments qui ont été complètement rénovés. Et là, il y a l'Institut d'Histoire. En tout cas, il y a une super exposition. Oui, l'INHA, oui, c'est ça, exact. Non, c'est juste. C'est juste derrière, en fait, derrière l'AFP. Juste derrière l'AFP. Il y a une superbe exposition sur les revues coloniales et post-coloniales et décoloniales. Vraiment magnifique. Magnifique. Et là, effectivement, on voit une espèce de convergence qui se fait entre diverses luttes. Après, c'est des choses que je ne connais pas suffisamment, que je n'ai pas vraiment. Je pense qu'il y a des choses. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a été travaillé. Bon, c'est une partie de l'historiographie qui est juste en train de se faire maintenant. Vraiment, j'espère que la commissaire de l'exposition va écrire dessus. Je sais qu'il y a des tests qui commencent à se faire, mais qui prennent les choses par des petits bouts. On n'a pas encore vu l'ensemble. Je serai capable de vous répondre avec précisément. Je vais voir l'exposition. Sur le Maroc, il y a 2 livres qu'on pourrait signaler. Vous connaissez peut-être une sur la revue Souffle, et bien sûr l'autre sur le Mali. On peut même interpréter les livres. Non, mais je dois pouvoir les trouver. Parce que c'est Oui, parce qu'il y a aussi un autre intellectuel, quand il parle de souffle, par exemple, il y a Abdeltif Labi. Lui aussi, c'est un cas assez intéressant. C'est pour ça que j'ai utilisé en fait pour publiciser sur Facebook une photo en fait, que j'avais prise sur une expo sur souffle au Maroc, sur la poésie qui a été engagée de la vraie poésie. Il y a un livre qui a été fait par Gobel, qui doit s'appeler. Non, pas là. Peut-être dans un autre. En anglais, ça s'appelait quelque chose comme Paris Territoire, comme ça. J'ai dit exactement.
qui fait effectivement qui fait une sorte d'historiographie sur la convergence des mouvements anticoloniaux à Paris, en particulier chez ces étudiants. Ça, on sait, hein, beaucoup de figures du nationalisme colonial sont des étudiants. Oui, Les Vietnamiens, les Africains, les Arabes. Jean-Claude, une question. Oui, bien sûr. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, on l'a brièvement évoqué, mais effectivement, aujourd'hui, par exemple, les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, on est un peu en train de devenir un gros pôle universitaire avec beaucoup de convergence des étudiants, justement, du monde arabe. Enfin, il y a déjà un premier mouvement dans les années 60-70, et après, aujourd'hui, il y a une seconde vague où on est en train de voir qu'il y a quand même de plus en plus d'étudiants qui privilégient l'Arabie Saoudite aux anciens pôles comme les États-Unis. Et est-ce que vous avez enfin, vous savez, vous connaissez peut-être des intellectuels justement qui viennent du Golfe mais qui sont établis soit aux États-Unis, soit en Europe en règle générale et qui auraient peut-être un apport un peu similaire à ce qu'a pu avoir Edouard Saïd ou Abdelmalek justement sur, je sais pas, sur... Ouais, non, pas trop à ma connaissance. Hein. Le seul, ça n'est fait pas, c'est Abdallah Mahmoudif. Ouais. Qui, sinon, non, je pense que c'est ce que vous dites est vraiment intéressant. Alors, c'est vrai, je pense que les trajectoires migratoires qui sont complètement différentes, ne serait-ce que parce que pendant longtemps, il n'y a pas eu besoin forcément de trajectoires migratoires. Pour des raisons évidentes, économiques. Alors, c'est pas si évident que ça. Quand les raisons politiques auraient pu faire que, précisément, il y aurait eu non, je ne vois pas trop. Alors, j'ai une doctorante qui commence à travailler sur ces questions, pas vraiment sur l'Arabie Saoudite, mais sur la question plus généralement de l'islamisation des connaissances. Parce que c'est ça, je crois, qui est un jeu derrière. Et là, pour le coup, il y a des débats plus anciens, Dan Malek, et en particulier dans ces débats autour de l'Université des Nations Unies sur ce qu'ils appellent à l'époque l'endogénéisation des connaissances. Oui. Et c'est un mouvement aussi qui a pris aussi ancrage aussi à l'UNESCO à un certain moment. Tout à fait. Avec des temporalités aussi très très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où précisément la nation reste un référent très important, ne serait-ce que parce que ce qu'on appelle endogénisation des connaissances, c'est faire qu'en gros, avec les universités, il y a une sociologie, une histoire, une modèle, donc ça change des années 70 et c'est là où on se met à se demander est-ce qu'il peut y avoir une sociologie arabe qui soit pas, qui soit avec des théoriciens, des penseurs qui n'ont rien à voir avec Max Weber, avec Marx ou autre. Ça, je pense qu'autour de c'est des choses comme ça, à mon sens, je crois qu'ils se jouent dans les pays du Golfe, dans d'autres pays. Je pense que la Malaisie, par exemple, est un centre d'islamisation des connaissances extrêmement important. Enfin, on a des sortes de soft power qui se mettent en place dans des pays qui apparaissaient comme vraiment des périphéries de la carte intellectuelle. Et c'est à ça que je pensais aussi quand je disais, bon, à la fois ça ne remet pas forcément en cause les asymétries globales, mais ça la recompose quand même, c'est singulièrement. C'est vrai que, par exemple, là, en 2009, il y a eu cette grande université qui a été créée en Arabie Saoudite, la COST, qui était dirigée par un Français, mais j'ai l'impression qu'ils essaient quand même de faire émerger des propres pôles de savoir sur place, et leur proximité avec la vie. Je ne sais pas, peut-être toi, Zahra, tu as peut-être vu un peu la même chose, mais moi, la plupart de mes amis dans le Golfe vont beaucoup étudier dans les pays, vont tous passer soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Mais quand on parle au niveau culturel, quand une fois je suis tombée dedans parce qu'ils ne connaissaient pas, enfin, deux de mes amis connaissaient ni Led Zeppelin, enfin, pour moi ça paraissait incroyable, en revanche ils écoutent de la musique indienne en permanence. Donc il y a quand même une sorte de, enfin, c'est vraiment une zone géographique entre les deux. Et là on ressent peut-être moins l'influence que dans les pays justement du Maghreb, Machrek, où il y a une sorte de, enfin, peut-être la proximité avec l'Europe et l'historicité des relations aussi peut être. Peut-être l'exemple donné j'ai une autre question sur la langue exactement. Là, quand vous décrivez la période après colonisation, vous évoquez la question de sortir de la domination scientifique et avoir des universités indépendantes. Est-ce qu'on peut vraiment parler de ça? Parce que les universités, surtout en Afrique, même certaines universités mondiales, le reste anglophone, francophone. Donc, c'est-à-dire l'étude pour faire l'étude supérieure, il faut être capable de parler français ou anglais.
Sinon, il n'y a pas, il y a certains cours, je pense qu'il n'y a pas de cours 100% arabes. Dans- Si. Enfin, si tu veux, en sciences humaines, sciences sociales, si. En sciences humaines, sciences sociales, si, c'est. Tu veux, par exemple, les cours de sociologie, ils sont en arabe, anthropologie, ils sont en arabe, oui, philosophie, enfin, philo, et tout ça. Si tu veux, mais ça, en fait, c'est la suite logique du processus d'arabisation de l'enseignement à partir de 1980. Là, le problème se pose, si tu veux, c'était plutôt sur les matières, enfin sur les sciences dures, si on peut dire. C'est là le problème, enfin il y avait une vraie coupure, si tu veux. Tu passais ton bac en arabe, en sciences maths, mais quand tu arrives à l'université, tu es obligé d'avoir des connaissances en français pour faire la suite. Sinon, totalement largué. Si tu veux, c'est la question de la langue arabe, si tu veux, en sciences humaines, sciences sociales, elle prend beaucoup plus de poids maintenant, d'ailleurs, et on a de plus en plus qui écrivent. Et d'ailleurs, il y a une étude qui vient d'être publiée récemment, là, il y a quoi, il y a 2 ou 3 semaines, qui montre clairement que maintenant, on est à 80% des publications en sciences humaines, sciences sociales qui sont en langue arabe. Ça, je parle du Maroc, hein. Je parle du cas du Maroc. Et qui est quelque chose qui est très très significatif, alors qu'il y a 30 ans, on était à moitié-moitié. Donc si tu veux, c'est assez... Non, il y a vraiment une prise, enfin il y a une grande importance, enfin si tu veux, enfin, en sciences humaines, sciences sociales, je parle. Il y a il y a de plus en plus de production en langue arabe, ça, c'est sûr. Pour le cas du Maroc, en tout cas. Ceci dit, vous avez raison que c'est pas évident dans les années 50-60. Oui. Non seulement Oui. les enseignements restent importantes, mais en réalité, c'est à ce moment-là que les migrations estudiantines vers les anciens centres coloniaux se développent profondément. C'est à partir des années 80, effectivement, la politique d'arabisation. Et sur la question de l'Arabie Saoudite et Malaisie, Malaisie, c'est devenu un pays islamique grâce à la diffusion de l'islam des Saoudiens, de l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'était un grand succès de l'Arabie Saoudite, de transformer un pays 100% musulman. Et l'histoire de l'université dans le Golfe, c'est toujours question de l'identité arabe, la domination de l'Arabie Saoudite, et attirer plus les Arabes dans le... Et une question du Qatar, en fait, comment je peux dire, créer une identité saoudienne, dominant arabe saoudien de l'Arabie Saoudite comme père du Golfe. Avec justement les contre-pouvoirs comme avec le Qatar, les Émirats arabes unis qui préfèrent inviter des universités étrangères pour justement éviter la fuite de tous les cerveaux dans l'Arabie Saoudite. Oula, oui. Il y a la question financière parce que tout le monde ne va pas étudier dans le Golfe, c'est très cher. Non. C'est cher qu'une C'est vraiment. L'Arabie Saoudite Alors, ça finance, voilà, c'est ça. Les Wahhabis, ils financent très bien. Mais à Dubaï aussi, l'éducation, ça coûte moins cher pour les gens de la région. Ça coûte moins cher rester à Dubaï que partir à l'Angleterre et aux États-Unis. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'Américains et Européens qui prennent une bourse pour étudier aux Émirats arabes unis, parce que ça coûte moins cher qu'étudier avec une université peut-être de New York. Donc ça est devenu, et au niveau des visas aussi, même des emplois, Mais avec ces deux figures, on a affaire à des figures de recherche critique. Est-ce que dans ces nouvelles universités, il y aura des départements un peu critiques? Moi, j'étais au Qatar et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'études en engineering, en sciences appliquées, en cours professionnels. J'ai pas vu beaucoup de cours sur l'épistémologie. Il y a 2 semaines, il y avait un débat sur France 5, l'arrivée de l'Iran. C'était très intéressant. Ils ont parlé que l'Iran produit 50 000, je ne sais pas combien, ingénieurs par an. Donc, pour être indépendant, il faut avoir des ingénieurs, il faut connaître la technologie, ce qui manque un peu dans le pays du Golfe.
Aujourd'hui, il essaye d'avoir des ingénieurs propres au pays, en fait, fidèles aussi, parce que Ouais, par exemple, tout ce qui est l'armée, construction de l'armée, en Iran, c'est des Iraniens qui travaillent dans les usines. Donc ça, c'est le savoir-faire, et ces gens-là, ils n'ont pas de base sur le pays, ils ne vont pas 100% avoir visa aussi partir à droite à gauche, et tout ce qui manque pour l'échelle des pays, d'autres pays du Golfe, c'est cette manque de technologie, de savoir-faire, et utiliser les savoir-faire achetés par. Je pense que c'est pour ça qu'il essaie. Ouais, c'est une certaine conception du savoir universitaire. Ouais. Je crois qu'au niveau mondial, 75% des migrations c'est sur tout, c'est quelle discipline? C'est engineering, informatique, business. Donc en fait, Mais c'est vrai que ça me. Votre point est très important. Il n'y a pas de. Oui, c'est la relève, quoi. Tout à fait. Ces pays-là ne produisent pas. Est-ce qu'ils peuvent produire un savoir endogène? D'accord, mais il faut qu'ils soient cotés dans ce cas-là. Ils pour partir. Par contre, il y a C'est ce pour sujet être- d'une revue qui est vraiment très intéressante, qui s'appelle Jeddah, Oui, je connais. qui est animée entre autres par un Irakien, c'est pas Sinan Anton, qui est écrit en arabe, enfin, mais il est en 3 langues, anglais, français. Et là, on peut suivre aussi les réflexions critiques, etc., intellectuelles arabes, même au-delà des pays arabes, mais c'est surtout ces pays moyen-orient, du Nord, aussi pour vous aussi, ça peut être un peu ce qui, ces pensées critiques en fait. Et Sinan Anton lui-même, il traduit beaucoup. Récemment, par exemple, il a traduit Achille Mbembe. Il a traduit un petit texte vers l'arabe. Il y a aussi la revue, elle est plus active, mais Darwish a animé. Carmen. Mais il est plus actuel. Mais elle est plus. Mais par contre, ça peut, si on regarde, ça fait quoi, quelques années qu'elle n'est plus, qu'il ne publie plus, mais toutes les archives sont en ligne. Et il y a eu aussi tout un mouvement de traduction d'intellectuels européens vers l'arabe pour aussi introduire aux gens arabes, aux étudiants, etc., toutes ces pensées critiques. Donc voilà. Mais c'est pas l'Arabie Saoudite. Non, mais ça. C'est vrai que sur la question critique, même dans le champ de l'art, par exemple, il y a beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui dans les Émirats et dans toute la région. Il y a une sorte de vitalité de la scène, mais en fait, ce qui est plus souvent désormais montré du doigt, c'est l'absence de regard critique. En fait, on les porte un peu lourd. On met à la Biennale des Amis, par exemple, on a déjà les pavillons des Émirats depuis 2009. Il y a tout, il y a toute cette vue, mais en même temps, c'est jamais pour retour critique dessus. Ça peut porter les artistes même là-bas commencent à découvrir parce qu'ils ont besoin d'un réflexion. Vous évoquez aussi la question de subjectivité des textes produits par les Arabes intégrés dans le système. Qu'est-ce que vous voulez par ça? Parce que les Arabes, s'ils produisent avec leur regard, ça sera subjectif. Les Occidentaux, quand ils produisent, ça sera objectif. Non, pas du tout. Je veux dire qu'il y a simplement il y a eu des modalités différentes d'intervention. En fait, l'idée c'est d'être contrasté. Aux États-Unis, vous pouvez très facilement dire je suis américain, arabe, je parle en tant qu'arabe. Ça fait même partie d'un certain nombre de rituels académiques de commencer à dire dans ma jeunesse à Beyrouth, dans ma jeunesse à Rabat, etc. Dans les textes même, vous avez aussi des références. Pas du tout en France. Alors même si vous voulez qu'il y a eu des phénomènes comparables, c'est-à-dire en gros l'arrivée des populations effectivement qui étaient l'objet d'un savoir sur les sujets, ces sujets ne sont pas exprimés comme tels. Vous n'avez pas de prise de parole telle quelle et vous avez, si vous voulez, une critique arabe qui ne s'est jamais faite au nom de je suis arabe, j'arrive dans un ancien pays colonisateur et je dis pourquoi est-ce que je suis contre ce savoir. Je n'en déconstruis le savoir, mais par des procédures qui sont objectives, qui sont de l'ordre de la réputation scientifique. C'était ça. Bien. On peut peut-être poursuivre au café. Café, ouais. Merci infiniment encore, Thomas. Merci beaucoup.